s'installer. Alors, ce dernier-là, il est quand même marrant parce que il dit que le dernier, d'après lui, hein, parce que c'est selon ces mots que je m'exprime, le dernier mandat du président Ouattara, ce n'est pas reconnu en tant que tel comme un président de la République. Il va plus loin, où il va même dire que le président Ouattara, son mandat là, doit pas être le président de la République, mais doit être celui d'un chef d'État. Ah bon, je vais vous expliquer. Ce qui fait que je sors, hein, celui d'un chef d'État. Donc, je vais vous expliquer. Quand on parle de chef d'État, c'est une personne qui n'est pas président de la République en tant que tel. Alors, en tant que tel, chef d'État, ça peut être au jour d'aujourd'hui le cas de Ibrahim Traoré, général Tiani et Assimi Goïta. Ils sont dans le cas des chefs d'État. Sinon, l'appellation, on dit président de la République. Alors, le président Ouattara a été élu, réélu par le peuple ivoirien. Il avait été élu en 2010 et il a été réélu par le peuple ivoirien. C'est-à-dire que le peuple est rentré dans les urnes et il a été réélu par son peuple dans les urnes. Donc, on ne peut pas dire que c'est un chef d'État de la façon, dans le sens que l'opposition veut y aller. C'est un président de la République. Il va dire que normalement, pour le deuxième mandat de la Troisième République, le président Ouattara devait faire de ça un mandat de transition. Il devait faire de ça un mandat de transition. Est-ce que vous comprenez un petit peu? Quand on parle de transition, on parle déjà d'un coup d'État. Donc, en fait, ces gars-là, dans leur engendrement, dans leur façon d'expliquer les choses, veulent manipuler les Ivoiriens. Vous allez écouter ce qu'il va dire vers la fin. Il parle de manipulation, donc je parle ici tous les jours. Tous les jours ici, je vous ai toujours dit, plus on sera proche des élections présidentielles, plus la manipulation et la désinformation va s'installer. Donc, il faudrait doubler de cadence. Il faudrait doubler de vigilance. Parce que eux, c'est l'opposition. Certes, nous sommes au pouvoir, ils ne peuvent pas nous atteindre, mais ça n'empêche quand même qu'on double en vigilance. J'ai donné des exemples ici. États-Unis, première puissance mondiale, ça n'a pas empêché Ben Laden de frapper les États-Unis. Donc, la vigilance est très, très importante. Je l'ai dit ici, souvent, je parle à ma communauté. Si je ne suis pas là, je ne suis pas en direct, vous tombez sur des directs des Gore, des Soroïs, tout ce que vous trouvez louche là, enregistrez et envoyez-moi. De sorte que je puisse faire passer ça en sensibilisation. Je le dis tout le temps ça. À tous ceux qui... Je mettrai un numéro de téléphone dorénavant en haut à droite de ma page qui va permettre à tous ceux qui auront pu enregistrer ou qui auront pu avoir des vidéos qui me l'envoient. Attention, c'est pas pour venir me draguer, hein, je précise bien. Si c'est pour dire bonjour Chris, on peut causer, on peut... Non, 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 si c'est ces intentions-là, c'est pas la peine de prendre le numéro. C'est typiquement dans le cadre de la sensibilisation. Alors, donc, je reviens à dire que il est en train de parler, il dit, il faudrait que le président Ouattara, que son mandat de 2020, où il a été réélu, lui, eux, ils considèrent ça, qu'il fallait que le président Ouattara l'utilise, il aurait dû l'utiliser du moins comme un mandat de transition. Et de par là, organiser les élections, réorganiser les élections et présenter un candidat du RHDP qui allait aller aux élections. Et puis notamment, bien entendu, eux, ils allaient avoir les candidats Gbagbo qui allaient être là-bas parce que le but de ce qu'ils racontaient, c'était ça. Bon, j'ai envie de dire à ces gars-là, vous voyez souvent, quand vous voulez manipuler, prenez la peine de réfléchir et dites-vous qu'il y aura des personnes comme nous autres là, qui allons venir décortiquer vos mensonges et le mettre à nu. C'est-à-dire que le contraire de ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire qu'on va clarifier la population que vous voulez manipuler. Mais si vous trouvez que le mandat du président Ouattara en 2020 était considéré comme un mandat de transition selon vous, et qu'il était considéré là-bas depuis lors, pas comme un président de la République, alors, les gars, asseyez-vous, faites une réunion et demandez à Gbagbo Laurent de renoncer à la grâce présidentielle. Parce que ça, c'est très important. Demandez à Gbagbo Laurent de renoncer à la grâce présidentielle que le président Ouattara lui a donnée. Parce que il n'y a qu'un président de la République qui peut permettre à un citoyen d'être gracié quand il a un casier judiciaire. Parce que Gbagbo a une condamnation de 20 ans par la justice ivoirienne. Il n'y a qu'un président de la République qui peut le gracier. Donc, à partir du moment où vous êtes en train de dire, voilà où moi je rentre en scène, et c'est pour cette raison que je serai toujours votre doliprane sur les réseaux sociaux, vous l'opposition.
notamment. Je serai toujours votre Doliprane sur les réseaux sociaux. Parce que je parle de façon logique. Même le chinois, le français, l'américain, l'italien qui m'écoute sera d'accord avec ce que je suis en train de dire. Vous ne pouvez pas dire que vous ne reconnaissez pas le mandat du président de la République de 2020 et pour autant votre leader politique a eu une grâce présidentielle via ce mandat-là. Vous voyez, vous qui êtes en train de dire que vous êtes des justiciers, vous marchez dans la loi, que nous autres, nous sommes au-dessus des lois là. Mais pour des personnes qui marchent dans la loi là, vous ne pouvez pas dire que le mandat du président Ouattara, le fait qu'il ait été réélu en 2020, vous ne reconnaissez pas cela. Mais par contre, votre leader politique, Gbagbo Laurent, bénéficie d'une grâce présidentielle via ce mandat-là. Parce que le président Ouattara, quand il gracie Gbagbo Laurent, il avait été réélu par le peuple ivoirien. Ce que vous rejetez. Alors, mais comment vous pouvez rejeter quelque chose qui va aller gracier votre leader politique? Moi, je vous dis, vous les gars, et je sais pas quoi là, si je me retrouve quelque part sur, je sais pas, peu importe l'endroit, on me dépose 10 gars, je suis seul au milieu, je vous écrase, vous 10. Et ce n'est pas un débat. Parce que j'ai des questions. Et puis j'ai des réponses et j'ai du répondant. J'ai du répondant et pas que le moindre. Vous nous dites que en 2020, le fait que le président Ouattara soit réélu, ça n'aurait pas dû avoir lieu. Et que c'est considéré comme un mandat de transition. Donc vous ne le considérez pas de 2020 à maintenant comme président de la République. Ça, c'est dans votre tête. Nous, on vous concède cela. Mais le peuple ivoirien, lui, a voté un homme qui s'appelle le docteur Ouattara, qui est le président de notre Côte d'Ivoire. Maintenant, vous qui ne reconnaissez pas qu'il a été réélu, là, mais dites à Gbagbo Laurent, vu que vous trouvez que vous êtes, vous marchez du côté de la loi, et que vous respectez la loi que nous autres, que tous les autres, le peuple ivoirien qui allait voter pour que le président Ouattara soit encore le président de la République de 2020 jusqu'à 2025, là, qui iront voter encore pour octobre 2025, parce qu'il est le seul qui garantit la sécurité et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Mais comme vous trouvez que vous êtes des justiciers, vous êtes des personnes irréprochables, vous respectez la loi, vous êtes même mieux que nous autres. Mais moi j'ai une question pour vous. Pourquoi est-ce que vous les gars, vous ne vous rassemblez pas quelque part et vous ne faites pas asseoir Gbagbo Laurent au milieu? Et que vous ne dites pas à Gbagbo Laurent, la grâce présidentielle là, que le président Ouattara t'a donnée là, il faut rejeter cette grâce présidentielle. Parce que moi c'est ce que j'aurais fait si je ne reconnais pas, je n'accepte pas. Mais au lieu de ça, Gbagbo est gracié par le docteur Ouattara, le président de la République de Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que lui, il va gracier Gbagbo. Gbagbo qui devient dorénavant un individu. Il est comme toi, moi et tous les autres Ivoiriens. C'est un citoyen ivoirien dorénavant. Avec le complément d'ancien chef d'État. Mais c'est un Ivoirien, c'est un citoyen lambda comme nous autres. Qui a été gracié par son président. Parce que quand le président Ouattara va gracier Laurent Gbagbo, il gracie Laurent Gbagbo en tant que le président de la République de Laurent Gbagbo. C'est pour ça à chaque fois je vous dis ici, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, président de Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé, je cite, parce qu'il est le président de la République. Il le représente. Quand on dit qu'il représente la nation ivoirienne, c'est le docteur Ouattara qui représente la nation ivoirienne à l'extérieur du pays. Donc, il est le président de tous ceux-là. Je vous dis que ce que je suis en train de dire, même un Italien, un Anglais, un Allemand va le comprendre parce que ça part d'une logique. Et la logique, elle est réelle et elle est factuelle. On ne peut pas déplacer une logique. La logique, c'est ce que sur 200 personnes, 198 personnes vont suivre. C'est ça une logique. Maintenant, on a le fond de pensée qui est personnel. Alors, les gars, pourquoi est-ce que vous ne demandez pas à Gbagbo de renoncer à la grâce présidentielle? Parce que ça, il faut le faire. Vous trouvez ici qu'on va réécouter que c'est considéré comme un mandat de transition. Bah, si c'est un mandat de transition, que vous trouvez que c'est un mandat de transition, pourquoi vous en bénéficiez d'une grâce? Parce que un mandat de transition, normalement, ça n'a pas trop d'effet. Pour complimenter certaines choses ou complémenter certaines choses, il faut avoir l'éthique
de président pour pouvoir le faire. Dès lors où Gbagbo Laurent a été gracié et a accepté la grâce, vous, les gars, et votre leader Gbagbo avez validé le rôle de président de son excellence Ouattara. Vous avez reconnu qu'il est votre président de la République. Dans lors où Gbagbo a accepté la grâce là, il a reconnu que Ado est son président de la République. Et dorénavant, vous, ces morpions gars, vous reconnaîtrez que Ado est votre président de la République. C'est aussi simple que cela. Ça, c'est une logique. On ne sortirait pas de cette logique-là. C'est une logique. On va réécouter ce qu'il raconte et on va continuer. Circonstances de sa vie quotidienne le poussent à devenir. Sinon, l'homme, il est autre chose, mais il devient. Donc, celui qui dit que je suis devenu violent, ça ne me dit rien. C'est le violent, là, c'est un adjectif. Sinon, je suis devenu, là, tout le monde devient. Voilà. Donc, je le dis. Excusez-moi, voici des personnes qui trouvent même une excuse à la violence. Une violence, ça reste une violence. Il n'y a pas d'excuse à la violence. Vous voyez un peu l'état d'esprit de ceux-là. Une violence reste une violence. On ne trouve pas d'excuse à une violence. Excusez-moi. Même si vous avez raison que vous entrez quelque part et que vous battez une personne à le rib, quand la police vous interpelle, on ne va même pas chercher à savoir si tu avais raison, si la personne avait tort. On voit tout de suite une personne qui arrive quelqu'un qui n'a pas le droit de rib la personne. Et tu iras en prison. Si tu dois être condamné, tu seras condamné. Tu as raison. Ce qui t'a poussé à rib la personne, ça n'intéresse pas la justice. Ce qui t'a poussé à rib la personne, ça n'intéresse pas la justice. C'est l'acte que tu as posé là qui intéresse la justice. Tu as tapé la personne est tombée, il s'est cassé un bras. La personne prend un certificat médical, la personne porte plainte. C'est ça qu'on va regarder. On va pas chercher à comprendre. Oui, bon, c'est lui qui m'avait provoqué, il m'avait lancé une injure, il m'avait fait un chip. Ça, c'est pas, ça, le tribunal, la justice ne fonctionne pas de cette façon. La justice fonctionne en fonction des actes qui sont interdits par la loi que vous allez poser. Alors, il trouve une excuse à la violence. Vous voyez? Bon, comment voulez-vous que moi, Chris Info, quand je fais mes panels, j'invite les enfants de l'opposition à venir débattre avec moi? Qu'est-ce qu'ils vont m'apprendre? Les personnes qui trouvent une excuse à la violence, moi, je ne peux pas faire des débats avec eux. C'est une perte de temps. Ça va me ralentir. C'est-à-dire que le petit savoir, la petite connaissance que j'ai là, je risque de patauger. Je vais même dégringoler. C'est-à-dire qu'au lieu d'avancer, de progresser, je vais régresser. Les personnes qui trouvent une excuse à la violence, on continue, hein? Simplement pour ne pas qu'on se trompe, pour ne pas qu'on pense que ça va se faire de façon automatique. Eux, ils ont leur mindset. Ils ont leur mindset qui consiste à dire que Ouattara est dans son droit de faire un autre mandat. Et nous devons insister sur le fait qu'il n'a même plus le droit de faire un autre mandat. Et que ce mandat-là qu'il a fait, il devait même être un mandat de transition. C'est-à-dire, en principe, ce mandat-là, Ouattara, dès qu'il avait prêté serment, il devait réunir la classe politique ivoirienne et dire que, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre les sillons d'un État démocratique, d'un État, je veux dire, de la construction d'une véritable république. Et s'il avait fait, qu'il partait tranquillement, peut-être que des gens allaient l'applaudir. Ouais, parce que, vous savez, la vie politique d'un homme, il y a deux étapes très importantes. C'est l'entrée en scène et la sortie des scènes. Si tu as raté ton entrée en scène, fais en sorte de réussir la sortie des scènes. Malheureusement, Ouattara a raté son entrée en scène et il risque de rater sa sortie des scènes. Parce que, tel que les nuages se forment dans le ciel, il ne peut que pleuvoir. Donc, tous ceux qui pensent que je suis en train de défendre les positions du RHDP, non, ils se trompent, c'est vraiment loin de moi. Je suis simplement en train de dire à nos camarades que voici comment eux, ils réfléchissent et nous devons apporter des réflexions, je veux dire, contraires à leur affaire. Nous devons apporter des arguments à notre réflexion en nous attaquant à cette façon de réfléchir-là. Parce que c'est très intéressant dans la discussion de savoir quel est l'état d'esprit de ton adversaire. Voilà. Si ton adversaire, tu sais que ton adversaire, il se comporte comme ça. C'est pourquoi c'est moi qui ai suggéré à l'autre équipe de stratégie de communication, c'est moi qui leur ai suggéré que lorsqu'on a un adversaire, lorsqu'on sait qu'on doit aller faire un débat,
Il faut qu'on quête, il faut qu'on fasse des recherches sur chaque personne qui sera sur le plateau. Écoutez bien. Hein. Comment il réfléchit, quelles sont les choses qui l'énervent, quelles sont les choses qui le mettent à l'aise. Parce que même dans un débat... Alors, je bloque là et je prends la parole. Si vous vous souvenez, ça je vous ai déjà dit ici. Je vous ai déjà dit ici, tous les corps et les gens du PDCI qui montent sur vos panels. À plusieurs reprises, je l'ai dit, hein. Pour ceux peut-être qui me prennent en marche ne le savent pas, mais pour ceux qui me suivent depuis, ils savent que ça a été une répétition pour moi ici pendant 1 an et demi. Alors, qu'est-ce qui fait que, est-ce que vous voyez quand je suis en direct, il y a un corps, c'est-à-dire qu'un communicant, parmi les corps que vous voyez sur les autres panels, est-ce que vous les voyez monter chez moi? Ils n'osent pas monter. Parce que la première et la seule fois qu'ils ont osé monter ici, ils sont descendus avec la honte. Pas parce que je les ai insultés, parce que je les ai déconstruits et qu'ils ont eu du mal à tenir. Donc, ils ont cliqué sur quitter. Mais quand je suis en direct, je suis sûre et certaine qu'ils sont en catimini. Ils m'enregistrent même. Et puis, ils vont écouter. Je suis l'une des seules personnes qui n'ont pas réussi à percer la mystère sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que les gones me détestent. Parce que ce qu'ils viennent de dire là, ils l'ont fait avec les autres. Ils l'ont fait avec tout le monde. La seule personne qui n'a pas réussi à checker là, c'est Chris Info. Parce que je les voyais arriver. Je vous avais dit ici qu'ils montaient sur vos panels là pour prendre contact avec vous. Il a dit, faut connaître les habitudes de l'adversaire. Donc, ils sont en mission pour les leaders politiques. Ça, je l'ai dit. Et je le dis tout le temps, nous sommes en politique. Ne pensez pas que l'opposition, là, quand ils viennent vers nous pour faire amitié. Non, ils veulent la place que notre papa Ado a. Donc, quand ils viennent, ils doivent retourner vers les leaders politiques avec quelque chose qu'ils ont obtenu de nous. C'est pas ce qu'ils viennent de répéter là. Alors que moi, je l'ai déjà dit depuis 2023, je le dis. Hein. Nous sommes en 2025. Lui, il vient de répéter ça sur un panel. Vous voyez? Il vient de répéter ça sur un panel. C'est-à-dire que quand ils viennent, ils montent sur vos panels. Ah oui, mon frère, ma soeur. Je ne dis pas que nous ne sommes pas tous frères et soeurs ivoiriens. Hein. Mon frère, ma soeur, comment tu vas? Toi, tu es mon frère. Ils mettent de l'amusement juste pour que vous baissez en garde. C'est très, très important. Si tu baisses la garde, c'est fini. Lui, non seulement il va avoir ton numéro de téléphone. Les communicants de l'opposition ont le numéro de téléphone de certains d'entre vous sur les réseaux sociaux. Pourquoi moi, je vais donner mon numéro de téléphone à un gars, à un soroïste et à un gars du PDCI? Mais à partir du moment où la personne a ton numéro de téléphone, ça veut dire que vous allez vous appeler parce qu'un numéro de téléphone, on ne prend pas ça pour enregistrer et garder. C'est pourquoi on communique. Moi, mon numéro de téléphone, c'est mon identité. Je ne peux pas la donner à tout va, à qui veut et à n'importe quel moment. Je donne mon numéro de téléphone à la personne à qui j'ai confiance. Alors, les gens disent que elle est difficile, elle est dure, elle est trop difficile, elle est compliquée. Quand on n'arrive pas à te manipuler, quand on n'arrive pas à te déstabiliser, on t'attribue un petit surnom de complication. Je prends la complication parce que je ne cède pas à la manipulation. On ne m'intimide pas. On ne me flatte pas et quoi que ce soit. Alors, je l'ai dit ici que ils iront sur vos panels. Ils vont se familiariser avec vous. Et quand ils vont se familiariser avec vous, il va avoir, il y a des gars là, dès que l'un de nos frères ou soeurs là ouvre le panel là, ils sont là-bas de 10h jusqu'à partir de 17h. Bon, toi tu penses que le gars là qui est sur ton panel, dès que tu ouvres là, il est venu se balader. Mais il est en mission. Pourquoi vous pensez que je ne fais pas de débat de déconstruction? Quand vous me voyez là, moi je ne peux pas faire de débat de déconstruction. Mais ça là même c'était mon boulot. Je le faisais ici en 2023. Et puis j'ai arrêté parce que j'ai compris ce qui se tramait derrière. Ils se familiarisent, ils essaient de trouver ton point faible et ton point fort. Et quand ils ont ton point faible et ton point fort, ils envoient ça, ils sont en mission. Ils ont un bureau. Vous avez entendu, dans le bureau d'organisation. Donc, il est dans un bureau d'organisation, celui qui parlait. Donc, il envoie le point de stratégie dans le bureau d'organisation. Donc, là-bas, ils vont dire, le panel A, oh, lui là, ça a un claquement de doigts, on l'a. Ça, c'est pas grave. Le panel 2, il y a une petite complication, mais je connais son point fort. Je sais et je connais son point faible. Je sais comment l'avoir. Le panel C, c'est ceci. Voilà la mission de ces gars-là.
et ces gens du PDCI. Je l'avais dit au moment où Kevin tournait sur nos panels. Kevin est passé 2 fois sur mon panel. La dernière fois que Kevin est passé sur mon panel, c'était avant, comment on appelle, la CAN. Et quand il est passé sur mon panel, je pense que cette séquence-là se trouve sur YouTube. Si vous allez sur YouTube, ça a été publié sur la plateforme du RADP sur YouTube. Tellement que j'ai malmené Kevin ici. Il était très énervé quand il est descendu. Il n'est plus jamais revenu sur mon panel. Parce qu'il avait compris. Parce que lui, il était en mission. Il était venu m'amadouer pour se familiariser avec moi, pour apprendre à me connaître et tout ça. Comme ça, quand ils vont envoyer les manipulations, hein, tout le monde va suivre. Et comme il n'a pas réussi, je suis la seule que l'émission n'a pas réussi sur moi. Je suis la fille du triple guépard. Quand je vous dis que je suis la fille d'Alassane Ouattara, pas parce que je suis sa fille biologique, mais dans l'état d'esprit et dans la façon de réfléchir, je suis sa fille. Au calme. Et ça, ce n'est pas un débat. Moi, je ne fais pas des directs pour plaire aux gens. Hein. Je fais des directs pour mon parti politique, pour mon président de la République et pour mon pays. Et je ne fais pas de direct pour la visibilité non plus. Alors, donc, Kevin, quand il était venu ici, c'était lors de leur premier congrès. Oui, il devait faire leur premier congrès pour voter le président de leur parti politique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça avait été annulé. C'était au palais du congrès de l'Hôtel Ivoire que ça devait avoir lieu. Ça avait été annulé. Et Tidiane Thiam a pris la parole. Et quand il avait pris la parole, les ordres qu'il donnait là, Kevin était sur mon panel. Et j'ai fait écouter le direct ici. Et j'ai dit ce jour-là que Thiam est déjà le président du PDCI-RDA. Lui me dit non, que moi, je suis en train de diffamer. J'ai dit non, il est déjà le président de vos partis politiques. Je vais t'expliquer pourquoi il est le président de vos partis politiques. Les ordres que Thiam donnait, il était déjà confiant. C'est-à-dire qu'on sentait déjà que le PDCI l'avait déposé. Donc, il fallait qu'il passe juste pour faire des finalités, genre voter. Mais il était déjà le président parce qu'il dirigeait déjà. Il donnait des ordres. Et je l'ai dit. Je dis que Tidiane Thiam, j'ai été l'une des premières personnes ici qui disait que Tidiane Thiam n'avait pas renoncé à sa nationalité française. À chaque fois que je faisais le direct, je dis Tidiane Thiam est français. Certes, je n'ai pas fait comme Ati Banga, mais je le disais ici. Mais Kevin, tellement je l'ai malmené, il est descendu de mon panel. Et ça fut la dernière fois qu'il soit monté sur mon panel. Ils sont tous comme ça. Koléa est passé ici, une fois. Ils viennent toujours, oh ma soeur, oh ma soeur. Moi, je ne rentre pas dans les oh ma soeur, oh mon frère. Non. Je t'appellerai oh mon frère, oh ma soeur, quand mon président Ouattara va être reconduit pour ces 5 années à venir. Là, tu deviendras oh mon frère, oh ma soeur. Là, j'ai déjà fini ma mission de sensibilisation sur les réseaux sociaux. On va entamer d'autres sujets très importants, tels que les cadres de séjour pour les étrangers qui vivent chez nous. D'accord? Mais à partir du moment où mon candidat, qui est le président de la République actuelle, n'a pas encore été réélu par le peuple ivoirien et il le sera, tu n'es pas oh mon frère, oh ma soeur. Tu veux déstabiliser la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas être oh mon frère, oh ma soeur. Moi, je suis très réaliste et je fais la part des choses. Je fais la part des choses, je ne mélange pas les choses. Oui, c'est nos frères, on va laisser nos frères, mais ils veulent brûler le pays. Mais ils veulent aller dégager le président Ouattara. Toi, tu dis, tu es sur les réseaux sociaux, tu es en train de faire le combat pour Ado, et puis tu es là, tu es en train de te perdre, tu te disperses. Mais ils sont là pour te distraire, pour ne pas que tu puisses aller au taquet des vrais événements et d'avoir des vraies infos et traiter le sujet. Parce que eux, ils ont besoin, vous allez entendre dans l'enregistrement que j'ai fait, ils ont besoin de manipuler le peuple. Et le peuple, là, la majeure partie, se trouve sur les réseaux sociaux. Donc toi, ton rôle à toi, c'est d'apprendre à ce peuple qui veut manipuler là, que ce qu'ils disent là, c'est faux. Et de pouvoir démontrer par A plus B. Mais si tu vas te familiariser avec eux, mais eux, ils font leur boulot, mais toi, tu ne feras pas ton boulot, puisque tu t'es familiarisé. Je ne me familiarise avec personne ici. Je ne me familiarise avec personne. Même dans les communicants du RADP, il y a des gens là, je ne sens pas. Je me familiarise avec personne. Je reste moi-même, égal à moi-même, droite dans mes bottes. Jusqu'à ce que mon candidat, qui est le président de la République, reprenne encore ses fonctions le 25 octobre 2025. Je ne me familiarise avec personne. Moi, je suis réaliste. Je suis dans un combat avec l'adversaire. Je ne vais pas venir rigoler avec l'adversaire, prendre son numéro de téléphone, on va s'appeler, on va se tchatcher. Je n'ai pas ce temps-là. Le petit temps de la petite causette, je n'en ferai pas. Ce sont des Ivoiriens, oui, je sais. Et c'est moi qui vous ai dit que ce sont les étrangers. Mais les Ivoiriens en question veulent mettre le feu dans la Côte d'Ivoire. Ils veulent dégager mon président. Ils veulent que les Ivoiriens soient déplacés de guerre. Donc je ne peux pas me familiariser avec eux. Est-ce que vous avez déjà entendu mon nom
citer dans la bouche des Gore et les soroïstes et les gens du PDC. Ils savent très bien que j'existe. Ils font semblant de m'ignorer, mais ils ne m'ignorent pas. Ils prennent très au sérieux tout ce que je fais. Et vous les avez déjà entendu prononcer mon nom. Je suis la bête noire. Je suis la seule qu'ils n'arrivent pas à manipuler. Je suis la seule qui ne les laisse pas faire ce qu'ils veulent. Ils sont tous passés. Kolia, à son tour de but, il est passé ici. Hein. Il est monté, il a commencé à parler de l'insécurité. Ça veut dire qu'il parlait de la sécurité ivoirienne. Ce jour-là, on entend parler de l'AES. Alors, je vais vous faire ce résumé rapide, on va écouter le reste de l'audio. Il est monté, tout gentil, poli. Hein. Alors, quand une personne vient très poli, tout gentil, moi j'observe toujours. Hein. Voilà. Et donc, quand je lui ai donné la parole, parce qu'on parlait des Maliens et des Burkinabés qui ne nous aiment pas, mais qui montent dans les camions de bœufs pour rentrer chez nous. Alors, Koléa, il ne l'a pas dit de façon violente, mais il a véhiculé un petit message. Et ce petit message-là, c'est-à-dire que si je ne faisais pas attention de la façon dont il est venu me passer la crème, là, je n'allais pas pouvoir voir le message. Ça veut dire qu'il était en train de mettre en cause la sécurité de la Côte d'Ivoire. Et qui est le président de la Côte d'Ivoire actuellement? Le président Ouattara. Alors, il a dit tout simplement, oui, je suis d'accord avec toi, ma soeur, ces Maliens, les Burkinabés, là, c'est pas normal. Alors, il faudrait que l'État double de vigilance avec plusieurs forces de l'ordre dans les frontières. Et il faudrait qu'ils fassent le ratissage et que les gens prennent pas les petits billets pour taper l'œil un peu. Et puis bon, comme les Maliens, les trucs ont souvent les noms du Nord et qu'ils se disent pas, bon, c'est un frère musulman qu'on le laisse passer. Mais le message, vous avez l'air de penser que c'est rien, mais c'est grand, c'est qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il venait sur le champ de dire qu'il y a l'insécurité chez nous et que nous, nos forces de l'ordre ne sont pas capables de gérer nos frontières. Mais ça, s'il le disait sur notre panel, qui s'était familiarisé, mais ça allait passer crème, parce que la personne allait voir une voix douce, que Jean, il était inquiet, et donc ça allait aller, oui, merci Koléa, ovation, et puis, moi, ça marche pas, et moi, je l'ai laissé quand il a fini, là. J'ai posé une question. J'ai dit, la carte de séjour, là, qui l'a instauré en Côte d'Ivoire pour la première fois? Il a tourné, j'ai dit, monsieur Koléa, c'est une question, hein. Il dit, le président Ouattara. J'ai dit, bien. J'ai dit, mais qui l'a supprimé? Non, mais c'est pas ça la question. J'ai dit, mais si tu as répondu, c'est le président Ouattara qui a qui a instauré la carte de séjour, c'est que tu peux savoir qui a supprimé. Il me dit, oui, c'est Gbagbo qui a supprimé la carte de séjour. J'ai dit, toi, tu es gore. Il me dit, oui. J'ai dit, tu peux nous dire ici pourquoi Gbagbo a supprimé la carte de séjour pendant que le président Ouattara, lui, il a mis la carte de séjour. Mais la carte de séjour pour toi, là, ça servait à quoi réellement? Il dit, oui, la carte de séjour servait à faire rentrer l'argent dans la caisse de l'État. J'ai dit, c'est tout ce que tu as dit. Il me dit, oui. Il dit, tu vois, la carte de séjour n'a pas servi qu'à ça. La carte de séjour, non seulement, ça permettait de payer les tasses, que ceux qui soient là payent des tasses, oui, effectivement. Mais ça servit à recenser tous les étrangers qui étaient sur le sol ivoirien. Et ceux qui allaient rentrer. Parce que quand tu dois aller payer un thème, tu es obligé de te faire déclarer. Et on te déclare avec quoi? Avec ta pièce que tu es venu avec pour avoir ton vrai nom de famille, ta vraie date de naissance et ton vrai prénom. Donc, ça a permis à la Côte d'Ivoire de connaître le nombre d'étrangers qui vivaient dans son pays. Ça, c'est aussi un. De répertorier, savoir un peu vers où ils sont. C'est-à-dire que ceux qui sont venus demander la carte de séjour, s'ils sont à Bobo, on sait il y a combien d'étrangers à Bobo. S'ils sont à Yopougon, on sait il y en a combien. S'ils sont à Makori, on sait il y en a combien. Et ça a permis aussi d'instaurer une certaine sorte de sécurité au sein de la Côte d'Ivoire et de distinguer les Ivoiriens, des étrangers en Côte d'Ivoire. Alors, vous qui dites que dans ton allocution tout à l'heure, tu faisais croire que nous, on se familiarise avec les Maliens qui viennent parce que soi-disant, ils ont les noms du Nord, d'après vous, donc on les laisse rentrer dans le pays. Mais pourtant, c'est nous qui avons instauré la carte de séjour quand le président Ouattara était Premier ministre. Et Gbagbo Laurent, vous qui combattez les étrangers, c'est vous qui avez supprimé la carte de séjour. Mais Koléa est descendu. Et donc, je lui ai dit, mais monsieur Koléa, il faut remonter. Il a écrit dans les commentaires, mon téléphone est déchargé. J'ai dit, mais tu branches le téléphone et tu remontes parce que je n'ai pas fini de poser les questions. Mais il n'est pas remonté. Mais quand j'ai fini mon direct, il est allé, il m'a envoyé un direct d'Olivier Blé. Écoutez-moi bien. Olivier Blé, le monarque, était en direct ce jour-là. Il m'a envoyé, il m'a partagé le live d'Olivier Blé. Et il m'a partagé le live de Kémy Seba. À l'époque, il faisait encore des lives. Il a commencé, Koléa a commencé à me partager les lives des panafricains et des gars qui faisaient des directs.
Et puis, il envoyait des messages. Je les ai eu actuellement. Bonjour ma soeur Chris, comment tu vas? Ça a été, tu tapes fort sur nous, hein? On est tous frères et sœurs. Je ne l'ai jamais répondu. La seule chose que j'ai fait, j'ai bloqué. Je ne tombe pas dans la manipulation. Je l'ai bloqué. Il ne m'a pas insulté. Juste pour ça, je l'ai bloqué. Ce n'est pas un coléa seul qui ne va pas être parmi mes amis. Va pas être parmi mes followers qui va, moi, m'empêcher de faire mes directs. Je l'ai bloqué parce que je vois déjà le film. Tout de suite, j'ai arrêté l'hémorragie. Mais je vous dis, quand je vais sur des panels, souvent j'allais beaucoup chez Côte d'Ivoire, quand Collier était là-bas, il écrit dans les commentaires tout le temps, bonjour Chris, je ne le réponds jamais. Quand il monte sur le panel, il salue, il va me saluer individuellement, je ne le réponds pas. C'est-à-dire qu'il y avait du forcing à avoir un lien d'amitié avec moi. C'était pourquoi? C'était pour me percer à jour. C'était pour me percer à jour. Alors, donc, ce que celui-là, il vient de dire, là, ce sont des choses que j'ai eu à dire ici. On ne peut pas se familiariser à ce point-là quand on est en politique et qu'on se retrouve à la phase enfin, on se trouve à 4 mois des élections présidentielles. Moi, je ne peux pas venir jouer avec ça. Parce que eux, ils ont envie de déstabiliser avec Soro Tubafoni Diom. Donc, où est-ce qu'ils vont prendre les renseignements? Ils viennent prendre les renseignements sur nos panels. Et c'est pour cette raison, une fois j'ai dit à une personne ici que je tais le nom, je refuse strictement que tu parles de sécurité sur mon panel. La personne est montée, la personne il dit tu ne parles pas de sécurité sur mon panel. Je n'ai même pas habilité. Je n'ai pas les moyens nécessaires de parler de sécurité. On ne parle pas de la sécurité d'un pays. Si vous ne savez pas, je vais vous dire. Vous pouvez parler d'économie, vous pouvez parler de culture, mais la sécurité, on n'en parle pas. Parce que c'est fragile. Vous voyez, dès que vous commencez à parler de la sécurité, vous allez voir qu'il y aura du monde et beaucoup de personnes vont faire des demandes pour monter. Ils montent, c'est pas forcément pour prendre, c'est pour te distraire. Mais en fait, ce que tu es en train de dire, tu es tellement lancé, tu veux vouloir montrer que toi, tu maîtrises la chose, donc tu vas aller dire des choses qu'il ne faudrait pas dire. Et si des personnes vont attaquer un pays, c'est la fragilité de sa façon de fonctionner. C'est-à-dire que de l'élément de sécurité que les gens vont parler, les gens prennent acte. Et puis quand ils vont dans leur groupe, même les gens de l'AES le font. C'est pour ça qu'ils traînent sous nos panels. Vous pensez qu'ils viennent sur nos panels là, c'est quoi? Est-ce qu'actuellement on parle de l'AES ici? Mais ils sont là. Ils sont tous là quand je suis en direct. Que ce soit l'AES, que ce soit les GOR, que ce soit les Soroïs, que eux tous. Il n'y a pas un jour, moi, Chris Info, je vais poser ma caméra pour faire direct. Et puis ceux-là, ils ne seront pas en catimini pour m'écouter. Ils sont obligés de m'écouter. Parce qu'ils attendent une faille. Et ça fait 1 an et demi, il n'y a pas de faille. Il n'y aura pas de faille. Parce que je suis au courant de moi-même. Il n'y aura pas de faille. Alors quand vous parlez un peu de la sécurité de votre pays, vous exposez la sécurité de votre pays sans vous en rendre compte. Un dossier qui te dépasse, il faut déposer. On a des gens habilités là-bas qui font le boulot. C'est pas ton travail de parler de la sécurité de ton pays. Tu vas parler de quoi dans la sécurité de ton pays? Même s'ils ont publié ça sur les sites, tu ne prends pas pour venir relayer. Parce que parmi ceux qui viennent nous écouter, beaucoup ne savent même pas qu'on a publié ça sur le site de Côte d'Ivoire, quelque part. Là, tu penses que tu es en train de faire le malin. Et tu viens, tu parles. Donc, tu finiras par dire des choses que toi-même, tu n'as pas idée. Et eux, ils seront là, ils vont relayer ça. C'est pour ça que je ne parle jamais de sécurité. Quand une personne vient ici et que la personne commence à parler de sécurité, je l'arrête tout de suite. S'il ne m'écoute pas, je jette son corps. Et ça, c'est vite fait et bien fait. Ton corps sera jeté. Il faut aller ailleurs. Quand on est militant de son parti politique, et quand on est cyber-militant de son parti politique, on protège son pays, on protège son président. Certes qu'on ne peut pas protéger le président comme le garde du corps, mais le travail que nous faisons, nous devons le faire dans la discipline. Il faut savoir ce que tu dis, quel sujet que tu traites, c'est très important. On ne va pas parler à tout va. Vous voyez, ces gars-là. Ce qu'ils ont dit hier, moi j'étais là, j'ai enregistré. Et aujourd'hui, ça me permet de faire des directs. Et j'expose les plans. Alors quand nous sommes en direct, ils font pareil. C'est pour ça que vous ne pouvez pas parler de sécurité. Allez, on y va, on continue, on va écouter. Je reviens rapidement là. Et puis on écoute. Nous devons apporter des réflexions, je veux dire, contraires. Voilà. Parce que vous savez, la vie politique d'un homme, il y a 2 étapes très importantes. C'est l'entrée en scène et la sortie des scènes. Si tu as raté ton entrée en scène, fais en sorte de réussir la sortie des scènes. Malheureusement, Ouattara a raté son entrée en scène et il risque de rater sa sortie des scènes. Parce que, tel que les nuages se forment dans le ciel,
il ne peut que pleuvoir. Donc, tous ceux qui pensent que je suis en train de défendre les positions du RHDP, non, ils se trompent, c'est vraiment loin de moi. Je suis simplement en train de dire à nos camarades que voici comment eux, ils réfléchissent et nous devons apporter des réflexions, je veux dire, contraires à leur affaire. Nous devons apporter des arguments à notre réflexion en nous attaquant à cette façon de réfléchir. Parce que c'est très intéressant dans la discussion de savoir quel est l'état d'esprit de ton adversaire. Écoutons bien. Si ton adversaire, tu sais que ton adversaire, il se comporte comme ça. C'est pourquoi c'est moi qui ai suggéré à l'autre équipe de stratégie de communication, c'est moi qui leur ai suggéré que lorsqu'on a un adversaire, lorsqu'on sait qu'on doit aller faire un débat, il faut qu'on fasse des recherches sur chaque personne qui sera sur le plateau. Voir comment il réfléchit, quelles sont les choses qui l'énervent, quelles sont les choses qui le mettent à l'aise. Parce que même dans un débat, tu peux dire par exemple à quelqu'un, toi j'étais très intelligent parce que j'ai plusieurs fois discuté avec toi. Vous voyez, hein? Quand tu dis ça, il est content parce que tu avoues qu'il est très intelligent. Mais le but, ce n'est pas de le mettre dans cette position d'aisance-là. C'est de pouvoir le détruire et lui dire que te voir en train de soutenir une telle thèse me fait penser à beaucoup de choses et ça me fait douter de l'opinion que j'ai eue de toi. Et j'ai eu une opinion très élevée de ta personne, ou bien est-ce surévaluée, tu vois? Il était content parce que tu l'as dit, tu as avoué qu'il était très intelligent. Et là, tu le casses, quoi, mais tu le brises. Tu le brises. Donc, quand il va prendre la parole, il va vouloir démontrer que non, l'idée, la première opinion que tu avais de lui qui consistait à dire qu'il est intelligent, il est effectivement intelligent. Donc, ça va même l'éviter s'il devait tomber dans une attaque, s'il devait tomber dans la passesse, ça va l'éviter de tomber dans l'attaque. Il va être obligé de jouer le jeu de quelqu'un qui est intelligent. Or, il est évident qu'un homme qui est intelligent peut jouer les stupides, mais un homme qui est stupide ne peut pas jouer l'intelligent. Donc, il va se faire avoir. Donc, tout ça, ce sont des petites stratégies qu'on explique aux gens dans la discussion. Il faut faire ça. Lui, quand il attaque sur ce point-là, il va être fragile. Voilà. Donc, ça, il faut le savoir. Il faut vraiment le savoir pour aller faire les débats. On ne fait pas les débats sur les pas matin comme ça, après avoir bu son. Alors, vous avez bien entendu, hein? Comme moi, je l'ai entendu hier. J'ai dit, hier, quand je l'ai entendu, j'ai dit, mais Chris, vraiment, tu en avances sur ton temps. Parce que je l'avais déjà dit ici. Ce que lui, il vient de répéter là. Je l'avais déjà dit. Et j'ai alerté tout le monde de faire très attention. Mais comme ça vient de moi, et que c'est moi, Chris, qui parle, c'est moi qui ai les idées, je suis combattu pour mes idées. Pourquoi c'est elle qui vient de commencer à faire l'activiste? C'est elle qui a des idées, puis nous, on doit suivre. Mais non, quand on travaille ensemble, là, c'est tout le monde qui apporte ses idées. Voilà comment les gens deviennent forts. Quand on va à rang dispersé, on devient faible. Ça, c'est une certitude. Parce que moi, j'ai mes idées, tu ne veux pas les épouser parce que tu trouves que je suis femme et je viens d'arriver, toi, tu as une ancienneté. Mais tu peux avoir une ancienneté, puis moi, je peux avoir les meilleures idées que toi. Être dans la poursuite d'une ancienneté ne fait pas de toi la personne qui a toutes les connaissances. Chacun d'entre nous a son intelligence. Moi, je vis toujours 1 an ou 2 ans d'avance. J'ai toujours 1 an ou 2 ans d'avance sur tout ce que j'ai fait dans ma propre vie. Dans ma propre vie, mon propre quotidien, je suis toujours à 1 an d'avance ou 2 ans d'avance sur mes frères et sœurs. Ça a toujours été comme ça. Dans tout ce que je fais, ça a toujours été. Parce que, voilà, je ne vais pas tout donner les détails, mais comme ça. Mais, vous avez entendu ce que le gars a dit. Il a dit, dans la stratégie de communication, c'est très important. Donc, lui, il est un communicant. Ce n'est pas une personne basique. C'est-à-dire qu'il a une formation en communication quand je l'écoute. Et donc, lui, il apporte des idées dans leur groupe et dans leur bureau là-bas. Est-ce que vous comprenez? Et il a dit pour flatter une personne, il faut dire à la personne que la personne est... Effectivement, tout ça là, je connais ça. Combien de fois, moi, j'ai été flatté ici? Les gens montent ici, me passent la crème. Ah oui, comment tu vas, ma soeur? Tu vas bien? Hein? J'ai dit oui, ça va. Bon, il pense qu'en disant ça, il va me casser. Mais moi, je sais faire la part des choses. Tu m'as salué, tu as pris de mes nouvelles, je t'ai donné mes nouvelles. Maintenant, le débat qu'on va faire là, ça n'a rien à voir avec le fait que tu es venu me dire gentiment bonjour. Si tu es en train de dire les contre-vérités, je t'arrête tout de suite et te frapponne, tu veux pas entendre, je te jette. Ah, ça, je le fais. Ça, je le fais tout le temps. Moi, je sais faire la part des choses. Entre bonjour, comment tu vas avec, Ouattara a fait ceci, en train de mentir là. C'est pas pareil. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Donc, si on ne sait pas faire la part des choses, on se fait avoir. Alors, vous avez vu, ah oui, si tu lui dis qu'il est intelligent, il est flatté. Donc, il va vouloir démontrer qu'il est intelligent.
Et ce qui est plus intéressant, c'est qu'il dit que tu lui véhicules un message en même temps, mais je te sais trop intelligent, mais toi-même là, ce que tu es en train de dire là, mais il dit pas à la personne, ce que tu dis là, c'est toi-même tu trouves que c'est bien et que c'est correct. Le fait de passer la crème à la personne d'une autre façon, il va ôter la sensibilité de la personne. Et cette personne va baisser en garde. Tout de suite, la personne ne va pas le trouver comme une personne qui est méchante en face de lui. Vous comprenez? Et donc, du coup, la personne baisse en garde tout de suite. Parce qu'on lui a passé la crème. Et par la suite, il va lui dire, ah, bon, on est d'accord, mais machin. Maintenant, toi, comme ils t'ont passé la crème, si tu étais venu déstabiliser ceux qui étaient en train d'attaquer toi, ton leader politique, là, tu ne peux plus le déstabiliser. Tu te fragilises. Parce que tu ne sais pas faire la part des choses. Tu te fragilises. Donc, dans ce cas-là, soit tu vas les suivre dans le débat, eux, ils vont avoir le dessus sur toi. Le but, c'est d'avoir le dessus sur toi. Jamais dans un débat concernant moi, mon parti politique, moi, Chris, l'opposition va avoir le dessus sur moi. C'est pas possible. Sur les panels que j'ai eu à monter, l'opposition n'a jamais eu le dessus sur moi. Jamais. Moi, je suis monté dans le panel de comment il s'appelle, le député Assalé. Lui-même, son propre panel, il était en train de faire. Je suis monté. J'ai attendu mon tour de parole. Quand il m'a donné la parole, je lui ai posé 2 questions. Il parlait du titre foncier, mon cher. Je lui ai posé 2 questions. La première question, je pense que j'ai l'enregistrement parce que je me suis fait enregistrer quand je suis passé sur le panel en question. Je lui ai posé 2 questions. Je lui ai dit, mais monsieur Assalé, excusez-moi, hein. Est-ce que le problème du titre foncier, c'est un problème qui existe il y a longtemps ou bien c'est maintenant que le problème existe? Parce qu'il est nécessaire de poser ce genre de questions. Mais il était toujours la question que j'ai posée, il était perdu tout de suite. Il était obligé de dire la vérité. Il dit non, c'est un problème qui existe il y a longtemps. Ok. Alors, pourquoi est-ce que le monsieur Assalé en question s'est retrouvé sur un plateau de télé en train d'accuser le RHDP? J'ai pas eu à lui poser cette question. Lui-même, tout seul, il a commencé à se débattre. Attendez, je vais trouver l'enregistrement là que je m'étais fait envoyer. Quand je suis monté sur son panel ce jour-là, je me suis enregistré. Pendant que j'étais là, j'ai dit, bon, je m'enregistre comme ça. Attendez. Je cherche rapidement. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que... Attendez. Ok, j'ai trouvé. Je vous joue ça. Je vais faire passer un message ce matin. Hein, donc, attendez, je me l'envoie ici sur l'autre téléphone parce que là-bas, il y a plus de volume. Et puis, on va écouter. Voilà. Chris, oui, info. Oui. Bonsoir à tous et à toutes. J'ai 2 questions pour le député Assalé Timoko, monsieur le député. Alors, moi, la première question est, je pense bien que vous êtes journaliste de métier, hein, de base, et vous avez été maire en 2016 et en 2018 député. Écoutez bien là, le piège que j'ai tendu au monsieur. Je sais à quelle date il a été maire. Mais pour le faire déphaser, là, je lui ai posé l'année 2016. Et vous allez entendre. On écoute. Oui, info. Oui. Bonsoir à tous et à toutes. J'ai 2 questions pour le député Assalé Timoko, monsieur le député. Alors, moi, la première question est, je pense bien que vous êtes journaliste de métier, hein, de base, et vous avez été maire en 2016 et en 2018 député. Non, j'ai été maire en 2018 et député en 2021. 2021, pardon, député en 2021. Alors, moi, la première question est que je voulais savoir, le problème du titre foncier, là, est-ce que c'est sous le RHDP que cela a existé ou ça existait bien avant? Parce que ça, c'est une question que je me pose et je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans mon cas qui aimeraient être éclairées là-dessus. Je vais vous répondre. Ok. Alors, les problèmes de terre n'ont pas commencé sur le RHDP. C'est des questions récurrentes. Chacun de nous sait encore dire que le foncier humain et le foncier rural sont de vrais problèmes sociaux. Ça n'a pas commencé sous le RHDP. Mais moi, j'en parle parce que ça se passe sous le RHDP au moment où je suis journaliste. Comme M. Babou était au pouvoir, je n'étais pas journaliste. J'étais étudiant.
Alors, vous voyez, on écoute très bien. Hein. Quand j'ai pris la parole, je lui ai dit, vous êtes journaliste de métier à la base. Il a dit oui. Je lui ai demandé, le problème du titre foncier, est-ce que cela existait bien avant que le RHDP soit au pouvoir? Il dit oui. Maintenant, quand il prend la parole, il dit oui, lui, il est journaliste. Et puis, vers le milieu, il dit, sous Gbagbo, il n'était pas journaliste. Donc là, je venais de faire avouer à monsieur, le député, Assalé, je l'ai troublé par mes questions. Donc, il s'est perdu. Vous allez voir qu'il va faire, il va dire des choses. Mais attendez, hein. J'ai dit, c'est un don que Dieu m'a donné et personne ne peut me l'arracher. Et je le mets au service de mon parti politique. Les questions que j'ai posées, je savais à quel moment il avait été député et maire. Je connais la date. Moi, vous me connaissez, je vais regarder sur Internet toujours. Mais la question a été posée exprès pour voir s'il est droit dans ses bottes et comment je vais poser ma deuxième question. C'était fait exprès. Je reprends, on va terminer tout. Hein. Je vais plus arrêter, on va tout écouter. Oui, info. Oui. Bonsoir à tous et à toutes. J'ai deux questions pour le député Assalé Timoko, monsieur le député. Alors, moi, la première question est, je pense bien que vous êtes journaliste de métier hein, de base, hein, et vous avez été maire en 2016 et en 2018 député. Non, j'ai été maire en 2018 et député en 2021. 2021, pardon, député en 2021. Alors, moi, la première question est que je voulais savoir, le problème du titre foncier, là, est-ce que c'est sous le RHDP que cela a existé ou ça existait bien avant? Parce que ça, c'est une question que je me pose et je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans mon cas qui aimeraient être éclairées là-dessus. Je vais vous répondre. Ok. Alors, les problèmes de terre n'ont pas commencé sur le RHDP. C'est des questions récurrentes. Chacun de nous sait encore que le foncier urbain et le foncier rural ont de vrais problèmes sociaux. Ça n'a pas commencé sous le RHDP. Mais moi, j'en parle parce que ça se passe sous le RHDP au moment où je suis journaliste. Quand M. Babou était au pouvoir, je n'étais pas journaliste. J'étais étudiant. Donc, je n'étais pas travaillé sur les questions de terre sous le président Babou Laurent. Peut-être si j'avais été journaliste à l'époque, j'aurais enquêté dessus. Mais jusqu'en 2011, je n'étais pas journaliste d'investigation. Quand Babou était président de 2000 à 2010. Et de 2000 à 2007, j'étais étudiant. On avait fait 2 années blanches, donc on a perdu 2 ans d'université, donc on est resté là jusqu'à pendant près de 6 ans d'université. Donc quand Babou était au pouvoir, je n'étais pas journaliste d'investigation. Je suis devenu journaliste d'investigation en 2011, quand j'ai créé mon journal, après avoir passé le temps en prison. C'est en prison que j'ai pris la décision de devenir journaliste d'investigation. Ok. Alors, mais je vois dans votre... Le ministère de la Construction de Côte d'Ivoire, là, il est dirigé depuis 2005 par le RDR. Ça fait 20 ans. Quand Babou était au pouvoir, de 2005 jusqu'à 2010, c'est le RDR qui dirigeait le ministère de la Construction. Et de 2005 jusqu'à maintenant, c'est le RDR devenu RADP aujourd'hui qui dirige le ministère. Ça fait 20 ans que ce parti politique-là dirige le ministère de la Construction. Donc quand le ministre René dit qu'il a hérité du passé, je ne sais pas de quel passé il parle. Ça fait 20 ans que le ministère est entre les mains du RDR. Deuxième chose. Troisième chose, les questions foncières sur lesquelles moi j'enquête depuis 2012. Certaines ont commencé en 2006. Je répète, les questions foncières sur lesquelles je travaille depuis 2012, certaines ont commencé en 2006. Donc sur le président Gbagbo Laurent. L'affaire Bondi, pour laquelle je me suis battu en 2013, pour ces six jeunes filles orphelines qui ont été expropriées par un milliardaire, cette affaire-là, elle a été tranchée en 2009 par la justice. En 2009, on était au pouvoir, c'était sous Gbagbo Laurent. Mais en 2013, c'est moi qui me suis battu pour que les filles-là récupèrent leur terrain. Moi, je ne lis pas les questions foncières à des partis politiques. Je les traite au moment où elles arrivent à mon niveau. Et peu importe qui est au pouvoir. Ok. Et donc, si vous voulez savoir, les questions foncières transcendent tous les partis politiques, transcendent toutes les époques. Mais celles sur lesquelles je travaille depuis 2012, certaines ont leur base depuis 2000, 2005, 2010. D'autres ont commencé en 2011, en 2012. D'autres ont commencé en 2024 et 2025. 90% de celles sur lesquelles je travaille aujourd'hui ont été commises sous ce régime-là.
monsieur le député. Pas un malhonnête. Monsieur le député. Pour accuser tout un régime alors que des choses ont commencé sur d'autres régimes. Alors, on va continuer. Vous voyez déjà, il ne voulait plus laisser la parole. Il était pris au piège. Donc, il était en train de se défendre. J'ai posé juste une question. Et je vous rappelle que M. Assalé Tiomoko est député. C'est-à-dire que, contrairement à moi qui viens de commencer des directs, ça fait 1 an et demi. Donc, il est dans le domaine de politique depuis. Est-ce que vous comprenez? J'ai posé juste une question à M. Assalé Tiomoko. Vous l'avez entendu comme moi. Il ne voulait plus lâcher la parole. Et la question que j'ai posée, il se défendait parce qu'il venait de se rappeler qu'il a dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Donc, il voulait couvrir cela. Alors, je vais vous rappeler ici. Là, Assalé Tiomoko avait menti. Parce que Assalé Tiomoko avait été emprisonné sous Laurent Gbagbo par rapport aux déchets toxiques. Et il dit que sous Laurent Gbagbo, il était étudiant. Mais tu ne peux pas être étudiant, journaliste étudiant et faire des investigations. C'est pas possible. Il n'était pas étudiant. Il était journaliste d'investigation. Il avait écrit sur le déchet toxique, oui, il avait cité le nom de Simone Gbagbo, qui avait pris jeton. Et c'est comme ça que Gbagbo va le jeter en prison. Je pense bien qu'il a fait 12 mois de prison. Alors, Assalé Tiomoko, si vous voulez, je l'ai confondu. Et ça lui a fait très mal de savoir que il y a une Ivoirienne qui est sortie de l'une part, parce que le sujet qu'ils étaient en train de traiter ce jour-là n'était pas ce sujet-là. Mais moi, comme c'est un député qui fait des bêtises sur les réseaux sociaux, je me suis promis que le jour je vais le voir quelque part, je monterai et je lui poserai 2 questions. Et il est parti dans... Assalé Tiomoko a plus parlé. Normalement, une autorité qui est députée ne parle pas beaucoup comme ça. Il répond juste à la question. Il attend la 2e question suivante. Moi, j'ai posé une question. Vous m'avez entendu poser qu'une seule question. Je me suis muté. Il ne faisait que faire du bruit. Parce que Assalé Tiomoko venait de se rendre compte qu'il avait fait une boude. Parce que quand je lui ai demandé sur le titre foncier, là, c'est un problème qui existe. Bien avant que le président Ouattara soit au pouvoir, il reconnaît. Et il dit, je lui dis, mais dans la question que j'avais à poser, j'ai fait exprès, j'ai balancé un petit truc. Et je lui ai dit, vous êtes journaliste, en fait, je l'ai flatté. C'est ce que ce monsieur-là, le gars là, en fait, ce que je vais vous faire comprendre de la flatterie pour faire des choses, c'est ça. Je l'ai flatté, je lui ai dit, vous êtes journaliste de métier. Parce que Assalé Tiomoko rêvait du poste de journaliste même réel. Mais seulement que, en fait, il a commencé comme ça sur le tas et puis l'ont mis à côté. Il a été renvoyé de son poste de journaliste d'investigation. Hein. Donc, c'est un métier qu'il aime. Il aime bien. Donc, comme je sais ça, parce que moi, j'ai pris le temps d'aller lire tous ces trucs. Hein, voilà. Donc, je sais qu'il aime ce métier. Donc, je l'ai flatté avec. Je lui ai dit, vous êtes journaliste de métier de base. Alors, ben, il n'est pas journaliste actuellement de métier. Mais j'ai fait exprès, j'ai dit, vous êtes journaliste de métier de base. Il a dit oui. Et puis après, il dit oui, je suis journaliste même. Et puis après, il vient dire non, sur le temps de Gbagbo, j'étais étudiant. Et donc, vous avez entendu tout ce qu'il a dit. Ah, sauf qu'il a menti. Sous Gbagbo, il n'était pas étudiant, il était journaliste d'investigation. C'est même lui qui est sorti l'article qui a dénoncé Simone Gbagbo. C'est lui qui a sorti l'article en question sur le déchet toxique où Simone Gbagbo avait pris des sous. C'est pour cette raison que Gbagbo Laurent va emprisonner Assalé Tiomoko. Il a fait 12 mois de prison. Donc, on va continuer à écouter ce qu'il racontait. Vous avez vu, la petite question que j'ai posée, oui, il a reconnu que c'était pas le RHDP qui a mené cette histoire de titre foncier. Moi, ça me suffisait parce qu'il y avait des millions de personnes qui nous écoutaient ce jour-là. Hein? Il a reconnu que ce n'est pas sous le RHDP que le titre foncier a démarré. Le problème du titre foncier a démarré. Alors, après, il a voulu se rattraper. Il a parlé de son passage sur le plateau télé. Bon, on écoute, hein. C'est important. Okay. Monsieur le député. Et donc j'enquête à partir de là, il est énervé. Les enquêtes remontent avant Gbagbo, après Gbagbo. Et pendant que Gbagbo était là, d'autres remontent à ce régime-là. Et je travaille sur tous ces dossiers-là. Il n'y a pas un régime qui est concerné spécialement par cette question-là. Voilà ma réponse à votre préoccupation. Ok, alors, si vous me permettez... Ok, merci honorable. J'avais 2 questions. J'avais 2 questions. Hein. J'ai posé une première question. J'ai dit une question, pas vous monter parce qu'il y a du monde qui sont en bas. Donc, oui, mais si monsieur le député veut que je pose la 2e question, demandez-lui. Parce que j'avais 2 questions. Parce que moi, en fait, si vous voulez,
je suis la biographie du député Assalé. J'ai pris tout le temps de faire mes investigations. Je ne suis pas journaliste de métier, hein, je suis dans du corps médical. Alors, j'ai pris le temps parce que j'aime bien connaître les personnes avant d'en parler, moi. Voilà. Alors, donc, du coup, j'ai vu qu'en 2008, monsieur le député Assalé Timoko avait écrit à son excellence, monsieur Laurent Gbagbo, à l'époque, quand il était le président de la République, et qui, selon ce... Vous entendez, il y a quelqu'un qui a écrit, on n'entend pas bien. Vous entendez ou pas? Timson, si vous n'entendez pas, c'est que vous voyez votre téléphone. Si vous entendez, famille, écrivez en bas parce qu'il y a une personne qui dit qu'il n'entend pas. Ok, vous entendez, ok. Donc, on va... J'avais deux questions. Parce que moi, en fait, si vous voulez, je suis la biographie du député Assalé. J'ai pris tout le temps de faire mes investigations. Je ne suis pas journaliste de métier, hein, je suis dans du corps médical. Alors, j'ai pris le temps parce que j'aime bien connaître les personnes avant d'en parler, moi. Voilà. Alors, donc, du coup, j'ai vu qu'en 2008, monsieur le député Assalé Timoko avait écrit à son excellence, monsieur Laurent Gbagbo, à l'époque, quand il était le président de la République, et qui, selon ce courrier, avait dit qu'il était stagiaire. Donc, il était stagiaire dans le métier du journalisme, je pense bien. Et voilà, vous avez écrit à monsieur Laurent Gbagbo en 2008, en 26 décembre 2008, il me semble bien. Vous lui avez adressé un courrier. Voilà, où vous avez étalé, c'était fait. Vous étiez stagiaire. Non, non, tu n'es pas stagiaire. J'ai commencé à écrire au président Gbagbo à partir de 2006. J'étais encore à l'université. Et j'ai été arrêté en décembre 2007. J'étais encore à l'université. Ok. Arrêté par le régime de Gbagbo Laurent. En 2008, j'ai passé toute l'année 2008 en prison. Ok. D'accord? J'ai commencé à travailler en tant que... Alors, au niveau... il dit qu'il a été arrêté en 2007. Et il dit qu'il a passé toute l'année 2008 en prison. Donc, vous voyez, là, il y a une contradiction. Parce qu'il a fait 12 mois de prison. S'il a été arrêté en 2007, ça voudra dire que c'est toute l'année 2007 qu'il devait passer en prison, non l'année 2008. Alors que la vraie version, c'est toute l'année 2008 qu'Assalé Timoko a passé en prison, parce qu'il a fait 12 mois de prison. Je ne sais pas si, jusqu'à là, le volume est bon. Alors, je vais faire comprendre à certaines personnes qui pensent que je refuse de faire des panels de contradictions. Ça là même, c'est mon boulot. Moi, il me lève, il m'a posé question à député. Et puis, il ne peut pas me répondre. Il avale sa langue. Donc, ce n'est pas les moustiques gore, les bébés communicateurs gore, que moi, il ne peut pas m'arrêter devant eux pour parler. Moi, je vais au front. Et puis, je vais toute seule. J'étais toute seule sur ce panel-là. Il n'y avait personne là-bas avec moi. On écoute, hein. À partir de avril 2009. Voilà. Ok. Alors, ma dernière question, c'est, je voulais savoir, le rôle d'un député, normalement, c'est au Parlement que les décisions se prennent. Le rôle d'un député, exactement, c'est d'être ou sur les réseaux sociaux ou au Parlement, à son lieu où il a été élu pour être. Je vais vous répondre rapidement. Vos questions sont orientées et ça, c'est pas trop bien. Oui. Attendez. S'il vous plaît, honorable, permettez, madame, c'est cette pratique-là que les gens n'ont pas voulu faire autrefois. Voici pourquoi personne n'a connu le rôle que devait jouer un député. Personne n'a eu assez d'informations. Quand à l'Assemblée en Europe, les gars font des débats télévisés. Ou c'est légalisé, ou c'est confirmé. Donc si ça vous dérange que cela soit possible en Côte d'Ivoire, je pense que ceux qui ne le font pas, vous pouvez aller les applaudir tout simplement. Mais pour ceux qui le font, permettez qu'ils continuent d'éveiller la conscience du peuple avec... Je venais de marquer un but pour le RHDP. Voici ce que moi je fais quand je sors de mon panel pour aller sur l'opposition. Je dois sortir de là-bas la tête haute, gagnante pour mon parti politique. J'ai posé des questions au député Assalé Timoko a dit des contre-vérités à 3 reprises. Tout le monde l'a entendu ici. Alors là, ils sont énervés. Alors que moi, je suis muté. Ils sont tous énervés. Ça vient interrompre. J'ai posé la question, le rôle d'un député, là, c'est de travailler à l'Assemblée nationale, enfin, au Parlement, ou bien sur les réseaux sociaux. Mais vous allez entendre ce qu'Assalé Timoko va dire après le jeûne. Hein. On écoute. Nous soyons plus mieux informés dans ce que nous faisons. Je fais partie du peuple, donc ma question. Non, il y a le répondre. Je fais partie du peuple. L'honorable ici est un député, il nous représente. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Calmez-vous, je vous réponds. Ok. Madame, c'est parce que vous ne connaissez pas le rôle d'un député. Je vais vous expliquer à quoi c'est un député. Prenez la Constitution de Côte d'Ivoire. C'est ça. Allez sur les compétences des institutions. Prenez l'Assemblée nationale. Lisez le rôle du député sur le chapitre de l'Assemblée nationale. Vous allez voir que le député est le représentant du peuple. Il est le défenseur
viennent du gouvernement. Et lui-même, il fait des propositions de loi. C'est ce qu'on appelle la concurrence avec le chef de l'État. Donc, le chef d'État fait des projets de loi, le député fait des propositions de loi. Première chose. Deuxième chose, le député contrôle l'action du gouvernement. D'accord? D'abord, il vote le budget. Il concerne l'impôt. Donc, chaque année, c'est lui qui vote le budget de l'État de Côte d'Ivoire. Quand il a fini de voter, les taxes rentrent en application, les nouvelles taxes. Donc, il concerne l'impôt. Enfin, il contrôle l'action du gouvernement. Dans le contrôle de l'action du gouvernement, il y a deux niveaux. Il y a le contrôle de la régularité des actes posés par le gouvernement au regard des lois ivoiriennes. Quand le président prend une ordonnance, il appartient au député de savoir si cette ordonnance est conforme à la loi. Quand il prend un décret, il appartient au président, au député de vérifier si ce décret est conforme aux lois. Si ce n'est pas conforme, ça se trouve au Conseil constitutionnel et puis c'est annulé. Le deuxième contrôle, c'est le contrôle de l'impact des décisions du gouvernement sur la qualité de vie des citoyens. Donc il appartient au député, lorsqu'on augmente le carburant, lorsqu'on augmente le riz, lorsqu'on augmente des choses, de dire quel est l'impact que cela va avoir sur le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà sa fonction. Et parce qu'il fait cela, on donne aux députés une prime chaque 3 mois pour expliquer aux populations ce qu'il fait comme travail. Écoutez bien, chaque 3 mois, on donne aux députés une prime de 2 500 000 francs. Pour faire quoi? Pour aller expliquer aux populations par tout canal, à la télévision, à la radio, par les journaux, sur le terrain, par des réunions, sur les réseaux sociaux, on donne 2 millions pour ça. Ah bon, vous êtes le seul député qui vient sur les réseaux sociaux pourtant. Ah mais moi, je ne sais pas pourquoi. Le seul député qui vient sur les réseaux sociaux pourtant. Si les autres ne veulent pas le faire, c'est un problème. Mais je vous explique. Alors, vous voyez, il a fait tout son discours. La fille du Prado Sereine lui a posé la question. Vous êtes pourtant le seul député qui vient sur les réseaux sociaux. Donc, quelque part, tu n'es pas en train de faire ton travail. Alors, bon, je vous ai fait jouer tout ça pour une raison. Hein. C'est pour que vous sachiez par rapport à ce que nous avons écouté. Hein. Donc, les gars, ce gars-là en parlait tout à l'heure sur le panel Gore. Oui, je suis RDR, effectivement. Je l'ai désorienté et ils étaient tous en colère là-bas. Je n'ai pas insulté quand je suis monté. J'ai dit, j'avais 2 questions. J'ai posé une première. Il n'a pas été capable de répondre. Il s'est battu. Hein? Dans la vie, je me suis battu pour mentir au peuple. Il s'est battu comme il pouvait. Mais il n'a pas dit la vérité. Parce que il nous dit qu'il a été arrêté en 2007. En 2007. Alors qu'il a été arrêté en 2008, il a fait toute l'année 2008 emprisonné sous Laurent Gbagbo à la Maca. Et quand je lui dis, il est journaliste de métier, il reconnaît, oui, je suis journaliste de métier. Et après, il dit non, j'étais étudiant. Alors que, et quand je lui parle il avait adressé un courrier à Laurent Gbagbo. Oui, il avait adressé un courrier à Laurent Gbagbo. Quand il était en prison, il a adressé un courrier à Laurent Gbagbo, courrier d'excuses et plein de trucs. Il dit non qu'il était stagiaire maintenant. Ça veut dire que lui seul, il était journaliste d'investigation. Et après, il dit qu'il était stagiaire. Après, il dit qu'il était étudiant. Alors, moi, je sais une seule chose. Quand on est étudiant dans le domaine du journalisme, les investigations, les gros dossiers, tels que le dossier du déchet toxique, on ne confie pas ça à un étudiant. L'étudiant va écrire les petits articles autour pour se performer. Il ne va pas écrire les gros dossiers. Il n'était pas étudiant. En 2008, là, il n'était pas étudiant. Il était dans le corps du journaliste. Après, ils l'ont chassé là-bas, certes, mais il était dans le corps du journaliste. Et je pense qu'il a perdu le boulot là, parce que Gbagbo, après la prison, Gbagbo l'a jeté. Enfin, Gbagbo a écrit pour que la rédaction ne le garde pas. C'est comme ça qu'il perd le boulot de journalisme. La porte lui a été fermée, Gbagbo a cimenté partout. Alors, il était journaliste quand il a écrit sur le déchet toxique où il dévoile que Simone Gbagbo a pris des sous. Et c'est ce qui a énervé Gbagbo. Gbagbo va l'emprisonner. Il a fait 12 mois de prison. Alors, il était surpris quand je posais cette question. Alors, je lui ai dit tout simplement, j'ai dit, moi, je suis votre biographie. Donc, je connais à peu près tout sur vous. Donc, vous voyez là, en fait,
la morale de cette communication où je fais écouter cet audio de Assalé que j'ai été questionné, hein, si vous voulez. Vous avez vu que eux, ils ont voulu me dissuader sur le panel. Non, j'ai dit, mais moi-même, je fais partie du peuple. Il nous représente, c'est un député. Donc, si je me retrouve là où il est, que j'ai des questions à lui poser, il est dans l'obligation de me répondre. Autrement, s'il ne me répond pas, ça voudra dire qu'il fuit mes questions. Alors, s'il fuit mes questions, bah, il faudrait qu'il le justifie autrement. Je n'ai pas insulté. Je suis arrivé toute poli. Et puis là, c'est 2 questions que j'ai posées. Mais vers la fin, là, j'ai fini de poser la deuxième question. Ils ont eu peur que je pose une 3e question. Donc, le palénisme m'a fait descendre. Mais moi, j'avais atteint mon objectif. J'ai posé 2 questions. Alors, si je suis capable de monter sur un panel, trouver un député de la République là-bas, à qui je pose 2 questions, qui a du mal à me répondre, alors qu'il y avait plus d'1 million de personnes qui écoutaient ce panel-là ce jour, qui a eu du mal à me répondre, et donc ceux qui nous ont écoutés ont compris que ce député-là n'est pas fiable, il mentait. Ce n'est pas un bébé gore. J'en fais des beignets aux crevettes. Ce n'est pas un bébé Tiamis, j'en fais des beignets aux crevettes. Ce n'est pas un soroïs. Alors les soroïs, eux-mêmes, il y a longtemps, je les ai mangés. Je suis déjà monté chez le président Camara. Tous les soroïs étaient là-bas. Je les ai tous mis là-bas. Jusqu'à ils sont devenus fous. Je les ai déjà mangés et je les mange, je les mange, je les mange. Je pose des questions pertinentes et des questions qu'il faut. Alors, ce monsieur-là, c'est sûr et certain qu'il est de métier de la communication. Parce que moi, quand j'écoute les personnes qui ont fait le métier de communication, je sais. Pourtant, je n'ai pas fait la communication. Parce qu'il y a des codes, je le sais, que je me documente beaucoup. Alors, ce monsieur a fait la communication. Et regardez bien ce qu'il a véhiculé. Il demande aux corps qui sont sur les réseaux sociaux de continuer à faire leur travail d'infiltration. C'est-à-dire que quand ils montent sur les panels du RHDP, il doit pouvoir nous amadouer, il doit pouvoir nous passer la crème, hein, pour pouvoir nous déstabiliser. Nous déstabiliser, c'est en cela que tout le temps, je lance toujours cet appel-là, tout le temps. La même chose, je reviens. Et je ne m'en lasse jamais. C'est-à-dire que quand vous montez, quand les gors ou les soroïs ou les tiamis montent sur vos panels, vous vous familiarisez avec eux là, c'est pourquoi. Des personnes veulent la même chose que vous. Et puis vous vous familiarisez, vous oubliez l'objectif premier même de votre panel. D'autres même sont là, ils se taquinent, oh, et puis ça rigole, et puis ça s'échange de numéro de téléphone, et ça s'appelle, et puis ça cause. Mais pourquoi j'irais, moi, avoir le numéro de téléphone d'un tiamis, un blégoudeïs, un chose soroïs, un mon cher, pour aller faire des conversations de Cosette, la petite Cosette, pourquoi? C'est pourquoi? À quoi cela va me servir? À quoi cela va me servir? À quoi cela, à moins que tu vas aller à un petit truc d'espionnage, là, en ce moment-là, tu donnes un autre numéro et tu fais ton boulot. Mais sinon, autrement dit, là, à quoi cela va te servir? Qu'est-ce que moi, ça va m'intéresser d'avoir le numéro d'un gars, un soroïste, machin, causer avec eux, se donner un rendez-vous, aller boire un petit verre? C'est par rapport à quoi? Des gens veulent déstabiliser le pouvoir de mon père. Les gens veulent que la Côte d'Ivoire soit en guerre. Et moi, Chris, je vais en amitié avec eux. C'est par rapport à quoi je vais aller en amitié avec eux. Est-ce que vous avez déjà vu ces gars-là sur la toile en train de me citer dans les trucs qu'ils font? Ils citent le nom des autres avec qui ils se familiarisent. Vous les voyez citer mon nom? Eux-mêmes, ils m'ont déposé. Ils disent, là, c'est une folle. On la dépose. Mais quand un gars te regarde et puis il dit que tu es fou et puis te dépose, c'est parce qu'il sait de quoi tu es capable contre eux. Donc, ils ont peur de toi. Quand ils te déposent, c'est quand ils ont peur de toi. Sinon, tu deviens les sépiers tous les jours. Ils m'ont déposé. Parce qu'ils savent que celle-là, de la façon on la voit là, le petit aperçu qu'on voit d'elle là, elle est plus que double bulldozer. Si on a provoqué celle-là, on est foutu. Donc, eux, ils préfèrent me laisser dans mon élan. Mais allez-y, si d'autres panels, vous allez les voir circuler là-bas, ils font les demandes, ils montent, ils ne peuvent jamais venir faire ça ici. Ici, là, je parle seul. Ceux qui ont fait monter ici, c'est ma famille du RHDP. Point à la ligne. Fais pas monter quoi ici, ni Soroïs, ni Tiamis. Personne ne monte sur mon panel. Mais ils resteront en catimini parce que j'ai un objectif à atteindre, c'est la sensibilisation. Alors, donc, je reviens là à dire quoi? Quand eux, ils disent que, oui, que normalement, les élections de 2020, là, hein, le président Ouattara, il devait réagir en tant qu'un chef d'État de transition, hein, et que réorganiser les élections. Là, quand on parle de transition, là, on est en train de parler de coup d'État. Donc, ce sont des personnes qui sont en train de dire que le président Ouattara a fait un coup d'État pour l'élection 2020.
Et donc, quand on attend ce genre de choses, il faut avoir du répondant. Parce que une répétition, un mensonge répété à plusieurs reprises finit par devenir une vérité pour certaines personnes. Un mensonge répété à plusieurs reprises finit par devenir une vérité. Et les gars sont des spécialistes en mensonges. Donc, le fait de répéter ça tous les jours, c'est-à-dire que l'Ivoirien, quelque part, qui est faible d'esprit ou qui traverse une période difficile, qui est vulnérable, qui a besoin de s'accrocher à quelque chose, s'il trouve ces gars-là qui aiment passer la crème, s'ils arrivent à le faire à un certain communicant et ça marche, c'est pas un Ivoirien qui est vulnérable quelque part que ça ne va pas marcher. Et dans les quêtes, ils ont besoin d'avoir les gens avec eux. Et les personnes qu'ils ont avec eux là, c'est parce qu'ils ont l'intention d'utiliser ces personnes pour atteindre un objectif. Et cet objectif-là, c'est de s'aimer le désordre. Alors, nous allons écouter ici, rapidement. Alors, attendez. Est-ce que vous avez bien entendu ce que celui-là est en train de dire même? Attendez. C'est un menteur. Le rôle de Kaouta, après l'émission, c'était de venir sur un panel pro-opposition, essayer un peu de semer le doute. Mais nous, ça fait rien, nous fait passer. Quand Daouda dit, on n'est pas de euros, le gars dit, il envoie 3 000 euros. Toi, tu dis non, tu as vu des gens envoyer l'argent au Ghana. Euro et dit, c'est la même chose. Quand les gens parlent là, tellement ils veulent mentir, ils se piègent eux-mêmes. Au Ghana, c'est le Sidi. Mais on te dit non, que le gars envoie 3 000 euros. Toi, tu dis non, que tu as vu un pro de Hamburg, il avait des trucs, il envoyait l'argent au Ghana. Mais pourtant, on ne prend pas de euros. Nous, on avait des gens collés à Hamburg. On avait des gens même un des camps de Hamburg. On avait des gens collés. On écoute bien. Hein. Quand tu l'attrapes, il te dit non, cette source-là n'est pas fiable. Cette source-là n'est pas fiable. Et concernant le truc, comment on appelle même la constitution dont on parle. Si on dit que si la constitution devait commencer, le premier mandat d'après eux de la Troisième République devait commencer en l'an 2000. Pourquoi en 2007 il y a eu vice-présidence? Pourquoi après avoir voté cette constitution, ils ont installé un vice-président? C'est des trucs aussi qu'on est sortis pour communiquer. Moi je pense, hein. Ça c'est un argument, ça. Ça c'est l'argument, il est voilà. Pourquoi, à partir de 2016, là, il y a eu Sénat, il y a eu tout. C'est-à-dire, tout c'est parce que la législation en vigueur a continué. C'est pourquoi ils ont tout installé en même temps. Parce que si la Troisième République devait commencer là, c'est-à-dire que c'est en 2020 qu'il devait avoir la vice-présidence et le Sénat. Donc, sur cet argument-là, ça là, il y a plein de personnes qui ne font pas attention à ça. Et le RADP surfe là-dessus. Donc, il faut communiquer, il faut pouvoir communiquer là-dessus. Vous dites que non, si vous voulez considérer qu'on était dans une Troisième République, alors la Troisième République a commencé en 2016. Vous êtes dans votre Deuxième République en 2020. Donc, il y a trop de... On écoute bien. Hein. Il y a trop de trucs pour attraper ça. C'est pourquoi ils sont obligés de faire le rapport de force. Et moi, j'ai dit, le rapport de force nous est imposé. C'est pourquoi le président Gbagbo a dit, je suis obligé de me battre et je sais me battre. C'est ce qui a fait qu'ils ont compris que bataille de Gbagbo et bataille de Bédié, c'est pas la même chose. Et c'est ce qui fait que tous là, ils ne font que des meetings, comme ils n'avaient pas compris, sortir le même soir en train de parler. Et tellement même, les feuilles là, ils tendaient même, ils ne pouvaient même plus caler les feuilles. Donc ça les a beaucoup dérangés. Et ils ont mis cette affaire de 3 000 $ là pour qu'on perde de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est le discours du président Laurent Gbagbo. Mobiliser la base, mobiliser les Ivoiriens. De sorte que les gars attendent encore plus. De sorte que le prochain discours de Gbagbo soit encore plus attendu. Donne encore plus de monde. Les plus sceptiques, les gens qui ont commencé à dire non, il y a plein de gars qui ont commencé à avoir la bête. Il y a plein de gars qui ont commencé à dire on est chaud, on est bouillant, on attend. Et ça leur fait peur. Ça leur fait peur. Ils ont compris que plus Gbagbo parle, plus. Alors, ce dernier-là, on va continuer à écouter. Hein. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle manier la langue de Molière et l'utiliser à sa guise en déformant les paroles et instaurer le lavage de cerveau en certaines personnes. C'est-à-dire que lui, il parle sans savoir. Le Sénat, il dit pourquoi ça n'a pas été installé en 2016. Mais le Sénat, c'est depuis 2016 que ça existe. Le Sénat est la chambre de hauteur du Parlement de Côte d'Ivoire. Depuis l'adoption de la Troisième République en 2016. Allez-y sur Google. Ça existe depuis 2016. Vous voyez un peu, je le dis tout le temps, écoutez une personne
qui parle le français de façon limpide, proprement, il n'y a pas de tâches, ne fait pas de cette personne une personne qui dit la vérité. Non, moi ça, c'est pas des choses qui m'influencent. C'est pas des choses qui peuvent m'influencer. Moi, je suis comme Saint Thomas. Je crois à ce que je vois. Quand on parle, c'est pour ça qu'à chaque fois, je donne des références quand je suis en direct. Pour que les personnes puissent aller se documenter pendant que je suis en direct et même après que je sois en direct. Alors, il dit, c'est-à-dire que dans le message de Gbagbo, contrairement à ce que tout le monde entend, Gbagbo veut se battre et puis les gens pensent que Gbagbo va se lever pour aller se battre. Mais non, Gbagbo ne va pas se lever pour aller se battre. C'est un message codé. La bataille dont parle Gbagbo, il lance un message codé à ses patriotes et aux leaders, enfin, et aux militants des autres partis politiques. C'est un code. Gbagbo, en fait, les numéros de téléphone en Côte d'Ivoire sont sur écoute. Il faut que vous le sachiez. Il ne peut pas faire ses plans au téléphone. Et le plus souvent, quand ils font des réunions, ils sont tellement machiavéliques et qu'ils pensent qu'il aura peut-être des infiltrés qui vont aller les écouter. Donc, Gbagbo, quand il lance ces discours-là, ce sont des codes. Il parle à ces éléments. Donc, ce qu'il dit là, les gosses savent bien ce que Gbagbo dit. C'est en fonction de ça que vous voyez à chaque sortie de Gbagbo, vous voyez les gosses surexcités sur les réseaux sociaux. Remarquez bien, hein? Quand Gbagbo ne sort pas là, les gosses deviennent calmes. Ils font des débats, mais ils ne deviennent pas violents comme ils le font d'habitude. Mais après un passage de Gbagbo, vous remarquez les gars, ils retroussent les manches tout de suite. Ils reviennent avec la confiance dans les événements. Ils ont besoin du mot d'ordre de Gbagbo. Alors, c'est un code que Gbagbo a lancé. Ce n'est pas que Gbagbo va se lever pour aller se battre. C'est comme les gens qui se concentrent. Oui, non, si c'est bagarre, il veut là venir faire bagarre. Mais qui vous a dit que c'est bagarre? Gbagbo, où il est là, quelle force pour se battre? C'est un code. C'est pour ça que les personnes comme les gars là ont peur des gens comme Chris Info. Parce que nous, on a le cerveau pour décortiquer. On va décortiquer. Et vous serez étalés. Et vous serez décortiqués jour et nuit par mes analyses. C'est un code. C'est rien d'autre qu'un code. On continue d'écouter, hein. Vous allez comprendre. C'est un code que Gbagbo lance quand il fait ses sorties. Hein. Bah, la preuve, vous allez entendre le mec qui va le confirmer. Attendez. Les choses deviennent, ça encourage les Ivoiriens. Les gens qui avaient peur, les gens qui étaient sceptiques, ça les encourage. Ah. Parce que Gbagbo même est sur le terrain. D'accord. Regardez bien, écoutez bien le discours de Gbagbo. Ça montre crescendo. Ça montre crescendo. Les discours, avant, comme on appelle la même là, si vous voulez, avant le discours passé là, les discours antérieurs, étaient un peu, c'était pas trop précis que ce discours-là. Que ce discours. Ce discours-ci est précis et ça montre crescendo. Les gens commencent à se dire, les gens du PDCI sont un peu, eux aussi commencent à avoir de la verbe. Si le président Gbagbo rentre dans ce truc-là, il faut qu'on s'appelle. D'accord. Ne pensons pas que, c'est quand quelqu'un a peur, là, psychologiquement, il est le plus violent. Le peureux, c'est lui qui est le plus violent parce qu'il va être le premier à donner le coup fatal. C'est pourquoi moi, j'exhorte le PDCI à arrêter de donner. Le peureux, c'est lui le plus violent. Mais en réalité, c'est pas peureux, il veut dire. C'est-à-dire que l'opposition qui est là, qui n'est pas au pouvoir, c'est eux qui ont beaucoup à perdre et ce sont eux qui donnent les coups. En réalité, ce qu'il dit là, même dans lui-même, sa communication là, c'est masqué. Voilà. On continue d'écouter. Hein. Vous voulez faire une manifestation, on ne donne pas des aides pour une manifestation. Vous manifestez le temps. Les gars vont vous attendre au tournant. Ils vont casser l'œuf. Ils vont payer les gens que vous mobilisez dans les bases. Ils vont les payer. Vous n'êtes pas obligé de faire conférence de presse. Chaque fois que ça, c'est un conseil. Je ne dis pas forcément que chacun a sa dédie. Excusez-moi, les gens du PDC. Mais pour ma part, vous n'êtes pas obligé de dire tel jour, on doit faire ça tel jour. Non. Mobilisez vos troupes. Les gens s'est gardé là. Un bon matin, les gars vont se réveiller. Toutes les rues sont fermées. Tous les pneus sont en train de brûler. On a fait brûler. C'est-à-dire qu'il y a la fumée partout. Les trottoirs sont coupés partout. On ne dit pas, on n'entend pas mon à quelqu'un. Mais comment la base est mobilisée là? Les gens attendent ça. Dès qu'il y a un petit coup de téléphone, c'est gâté. Tout le chef là, il y a quoi? Les gens les pistent. Les gens les pistent. Donc il faut que les gens arrêtent de donner des dates, La manière dont les présidents Gbagbo communiquent, sans date là, ça crée la stupeur. Ça crée la psychose dans les têtes. Ils se disent que Gbagbo ne va pas abandonner. Parce que Gbagbo n'a pas abandonné face au monde. Gbagbo, il a dit, lui, Abdelhamid Sandari, père son âme, se sont dit, mon frère, si un tombe là, on a jambe le corps, tu continues le combat. C'est-à-dire que lui là, il est gamé. Il ne va pas
Lui aussi n'avait pas bon réseau. Et tout le monde s'y met. Même le président Insoro, de sa position où il est là, qui crée la psychose. Parce que, lui derrière là, s'il y a une mobilisation dans la zone de Katoula, Niakara, jusqu'à Peke, Wongolo, le RADP va plus trembler. Parce que moi, je dis, mais tiens, c'est dans notre zone. Et puis les gens sont fâchés comme ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut faire un travail de fourmi. Il faut mobiliser dans les bases. Envoyer. Parce que là, c'est maintenant que comme on appelle les tracts. C'est que les gens font les tracts là. Bon, moi, il n'y a pas de tracts, il ne va pas parler des feux qu'on jette et autres. Il faut envoyer des émissaires. Pour aller parler des bienfaits de la chose. Et ce sont ces émissaires-là qui vont être les détenteurs, les triggers. C'est eux-là qui pourront faire les choses. Sinon, pour dire que j'attends un message télé ou bien un message vidéo pour dire aux gens, non. Aujourd'hui, là, on a affaire à une mafia. Donc, il faut fonctionner comme des gens qui sont obligés de faire tout, comme par exemple dans Prison Break, comme les gens ont fait pour casser la prison. C'était seulement que par des signes. Et chacun savait ce qu'il devait faire. C'est comme ça que les gens sont obligés de fonctionner. Donc, moi, c'était ma part de vérité. Ce n'est pas la science de la vérité, je peux me tromper. Alors, vous avez bien entendu, hein? Est-ce que ça ne vous rappelle rien du tout? Ce qu'on venait d'entendre là, ça vous rappelle rien du tout? Alors, à un moment donné ici, là, affaire de Woubi, là, quels sont ceux qui parlaient de ça ici? Ce n'étaient pas les gars. Les gars, eux, ils montaient sur nous nos panels. Moi, je n'ai pas... Tous les événements qui viennent sur la toile, moi, je ne parle jamais de ça. Remarquez très bien ma position. Si vous voyez que je ne parle pas d'un événement, là, si tu fais panel, là, il ne faut pas aussi parler. Parce que j'ai tout compris, c'est pour ça que je ne parle pas de l'événement en question. Affaire de Woubi, là, ce qu'il est en train de dire, là, c'est ce qu'ils ont fait, là. Et ce qu'ils ont encore envie de faire, qu'ils sont en train de dire. Alors, ils ont envoyé affaire de Woubi, là. Pourquoi? Parce que, en Côte d'Ivoire, la religion musulmane, les musulmans ne jouent pas avec la religion musulmane. Et les histoires de Woubi, là, ça rigole pas là-bas. Est-ce que vous comprenez? Et les vrais chrétiens, parce qu'il y a des vrais chrétiens, je ne suis pas en train de parler des chrétiens par flotteurs, il y a des vrais chrétiens qui ne jouent pas avec l'histoire de Woubi. En fait, la Côte d'Ivoire est un pays où la religion est prise au sérieux. Est-ce que vous comprenez? Des familles ont éduqué leurs enfants en impliquant la religion dedans. Donc, on ne peut rien faire sans ça. On a tous reçu une éducation comme ça, pareil. Et ça, c'est un sujet qui est très sensible. L'idée de créer la psychose. Le mot psychose, c'est que j'attire votre attention. Je vous dis que moi, Dieu m'aime. Dans ma garde d'hier, je faisais le tour. Quelque chose me dit, va sur TikTok. Et puis, dès que je vais sur TikTok directement, je suis orienté. Je ne peux même pas vous dire le nom du panel où j'ai trouvé. Parce que j'étais au travail. J'ai juste attrapé mon deuxième téléphone rapidement et j'ai enregistré. Parce que ça m'intéressait ce qu'il disait. Puisque j'avais eu à donner des idées ici à ce propos. Et donc, je me suis dit, bah, attends, si je suis en train de confirmer, c'est que Dieu m'aime. Les gens vont de plus en plus écouter ce que je leur dis. Parce que c'est très important. Quelque chose que j'ai parlé de ça il y a un an, aujourd'hui, sur un panel, ils en parlent. Alors que c'est d'eux que je parlais. Donc, j'enregistre. La psychose, là, c'est ce qu'ils veulent faire. C'est ce que j'appelle, ils veulent que le peuple se révolte. Quand on essaie de créer une psychose parmi la population, c'est pour pousser cette population à se révolter. Alors, il dit qu'il faut créer une psychose. Ils ont essayé de créer des psychoses. Parce qu'ils ont envoyé le problème de Woubi. En Côte d'Ivoire, la majeure partie de tous nos parents, tous les Ivoiriens sont croyants. Soit la croyance musulmane ou soit la croyance chrétienne. Nous avons des croyants, des personnes qui ne jouent pas avec ça. Mais surtout les panels là, que c'est ceux qui en parlaient plus. C'était les panels du RHDP. Mais aucun panel de gore avait été ouvert pour parler de Woubia. Et ça, je le disais à chaque fois quand je faisais les directs, j'interpellais là-dessus. Je dis pourquoi les gore ne parlent pas de ça. Et c'est vous qui parlez de ça. Et bizarrement, les gore se retrouvaient sur les panels du RHDP qui parlait de Woubia là. Et puis, Patel les soutenir. Oui, on n'a qu'à laisser politique là. Nous sommes des frères et sœurs. Ça là, c'est pas bon. Hein, pourquoi le gouvernement n'agit pas? Mais il dit, on n'a qu'à arrêter de parler de la politique et puis il accuse le gouvernement. Mais ça, c'est des choses que j'ai vues. Ça m'avait tellement énervé. Pour certains, quand tu vas parler, on va dire non, tu veux te la péter, tu penses que tu es mieux, donc je me suis tué. Pendant ce temps, moi, j'étais en train d'allumer Gbagbo et Thiam. Ils ont fait Woubia là pendant des mois. Quand en fait de Woubia est parti là, ils ont envoyé la psychose de Libanais. Je n'ai pas parlé de ça. Ils ont fait la psychose des Libanais. Et je vais vous rappeler, pendant qu'ils créaient cette psychose-là, de Woubi Libanais, titre foncier là, moi j'étais en direct ici, mais dans mes sorties là, moi j'allumais soit Thiam ou Babo. Et donc je voyais les gars qui circulaient, ils venaient voir si j'en parlais. Parce qu'ils ont besoin que je parle de ça.
Que vous le voulez ou pas, je suis très suivi. Donc, tout ce que j'ai dit ici, là, il n'est pas pris à la légère. Il y a des personnes qui viennent enregistrer et puis d'autres même vont regarder pour faire la même chose et puis ils enregistrent, ils en tirent des profits. J'ai parlé du style de Maïmouna Kamara ici, elle ne se truc. Elle était comme un petit bonhomme, elle ne portait pas de perruque, elle ne se maquillait pas, elle ne s'habillait pas chic, machin, elle n'est pas soigneuse. Maïmouna Kamara, allez-y, la voix, elle est soigneuse. Donc ça veut dire que ce que j'ai dit ici, là, ça l'a intéressé. J'ai fait changer la biographie de Gbagbo sur Google. Ça l'a intéressé. J'ai tapé sur Tidiam Thiam ici à faire du brouteur. Ça a intéressé. Alors, donc, eux, quand ils font sortir les psychoses là, ils sillonnent, ils vont vérifier les panels du RHDP qui parlent de ça. Mais quand ils vont, ils viennent, moi, ils ne parlent pas de ça, ça les énerve, donc ils signalent mon compte. Ils vont, ils viennent, là, quand ils ont déposé une psychose là, moi, ils sont en train de piler Gbagbo. Chaque parti politique qui dépose une psychose, je pile son candidat. Quand c'est le PDC, je pile le PDC. Quand c'est le GPS, je pile le GPS. Et ça, ils n'aiment pas. Donc, c'est ce qui fait qu'ils me signalent. Mais bon, moi, comme je suis une personne très déterminée, je n'abandonne jamais. Ah, mais moi, pour abandonner, c'est chaud. Hein. Je suis très déterminé, plus que déterminé dans tout ce que je fais. Quand je décide de faire quelque chose, c'est avec la détermination. Alors, ils ont envoyé l'histoire du Libanais. Je n'ai pas parlé de ça. Mais tous les panels, RHDP parlaient de cette histoire des Libanais. Et les gars étaient là-bas. Oh oui, c'est parce que le gouvernement fricote avec les Libanais. Ils font des business avec eux. Vous voyez, ils viennent parler des Libanais parce qu'ils savent que c'est un sujet qui touche tout le monde. Donc, il faut créer la psychose. Et donc, quand ils viennent avec ça, ils passent derrière et puis véhiculent un message. Mais sauf que nos frères et sœurs, là, ils sont tellement focalisés sur cette histoire qu'eux, ils ont envoyé, qu'ils ne font pas attention au message que les gars véhiculent. Mais pendant ce temps, les panels gars parlaient de politique. Ils mettaient la photo de Gbagbo. Les gens du PDCI qui parlaient politique mettaient la photo de Thiam. Et ils étaient en train d'attaquer le parti. Ça veut dire que notre parti politique, ils vous ont donné un lieu de distraction. Vous êtes en train de vous défendre avec pendant 2 mois. Pendant ce temps, eux, ils font de la politique. Ils vous éloignent du sujet. Je suis la seule personne qui n'arrive pas à m'éloigner. Je reste égal à moi-même. Ça ne bouge pas. Et ils sont sortis d'affaires de Libanais. Ils ont pris titre foncier. Oui, ils sont allés prendre une dame qui est venue parler. Titre foncier, elle est partie. Vous m'avez vu parler de ça ici. Direct spécial. Non. Les mêmes gars et les mêmes soroïstes et les mêmes PDCistes étaient encore là-bas en train de parler. Et pendant ce temps, sur les panels, ils mettaient les candidats et tapaient sur le pouvoir en place, c'est-à-dire celui du président Ouattara. Alors, c'est de cette psychose-là que ce dernier-là vient d'avouer. Alors qu'en 2024, j'étais en train de parler de leur mode, leur façon d'opérer. Parce que moi, j'ai un petit truc. Je dirais que c'est un don. Je sais reconnaître les gens quand ils sont faux et je sais reconnaître les gens quand ils sont vrais. Quand vous me voyez souvent que je bloque certaines personnes sans raison, je les éloigne là, j'ai mes raisons. Je ne fais pas ça au hasard parce qu'avant de bloquer la personne, je prends le temps d'abord d'observer. C'est quand il est fini tout que je bloque la personne. Mais sauf que je ne parle pas. Et donc souvent la personne peut aller se plaindre quelque part et puis les gens disent mais pourquoi elle a fait ça? Mais pourquoi il ne bloque pas les autres? C'est la question qu'il faut se poser. C'est par rapport à quelque chose que je fais ça. Ça, on y reviendra une autre fois. Mais j'ai un petit truc que Dieu m'a donné, je le dis tout le temps. C'est un petit don. Donc, je prends le temps d'analyser et je prends le temps de suivre. Tous les gars là que vous voyez qui font les directs, les PDCistes, les souris, eux tous, je les ai traqués. Leurs comptes là. Que ce soit tous les cybercommunicants de l'opposition. Quand je dis je les ai traqués, c'est en silence. Hein. Je les ai suivis pendant, chacun, je prends une personne, je le suis pendant 1 mois, je le dépose, je prends l'autre. Que ce soit sur TikTok, sur Facebook, je les ai trouvés sur d'autres réseaux que je ne dirai pas ici. Et j'ai pris le temps, je prends note. J'ai un gros cahier, je note tout. Et puis, quand il est fini, là, je m'assois et puis je commence à faire la lecture sur les personnes et puis je fais des analyses. Donc, mes analyses, quand je les apporte ici, c'est avec les preuves que j'apporte mes analyses. Je ne parle pas au hasard. Sinon, je ferme mon téléphone, je dors. Ça fait 1 an, j'avais dit ici, que l'opposition essaye de nous distraire, nous les communicants, que si nous ne faisons pas attention, nous n'allons pas communiquer pour notre leader politique, mais nous allons communiquer pour l'opposition. Ce que nous avons là, et ils n'ont pas ça. C'est nous qui avons la télécommande sur les réseaux sociaux. C'est nous qui avons plus d'abonnés. Quand nous sommes en direct là, on a nos frères et soeurs là qui viennent, qui like, qui partagent, il y a du monde.
Mais ils ont besoin de nos panels pour exister. C'est pour ça qu'ils sont obligés de venir tout le temps chez nous. Ils sont obligés de venir tout le temps sur les panels du RHDP. Ils ont besoin de nos panels pour exister. Non seulement ils ont besoin de nos panels pour exister, et ils ont besoin de nous manipuler. De nous manipuler et avoir les informations chez nous pour nous déstabiliser. Parce que voyez-vous, ils se sont familiarisés à un certain que certains parmi nous ne font plus de différence. Donc il fait qu'ils ne font même plus de combat. Ils ne font plus de combat. Donc à partir du moment où tu t'es familiarisé trop avec l'adversaire, mais il n'y a plus de combat. Il t'a eu. Le but de l'adversaire, c'est d'avoir les communicants du RHDP, pouvoir les déstabiliser. Parce que si vous êtes familiarisé, tu ne vois plus la personne comme un adversaire. Et donc de ce fait, quand son leader va faire des sorties, tu ne vas pas taper là-dessus. Tu ne taperas pas là-dessus parce que tu vas penser à 2 ou 3 des militants avec qui tu es familiarisé. Vous comprenez un petit peu? C'est ça le vrai problème. Il faut arrêter de se familiariser. Soit tu es dans le combat, tu fais le combat, soit tu n'es pas dans le combat. Et tu es blogueur ou je sais pas moi, tu regardes quelque chose d'autre. Parce que tu ne peux pas faire les deux. Tu ne peux pas te familiariser avec l'adversaire. À un point, tu oublies le nécessaire. Parce que eux, leur but, c'est ça. Venir nous distraire. Le premier audio que j'ai joué, l'autre disait dedans là-bas, que oui, le point de stratégie, il faut passer la crème, il faut les faire croire qu'ils sont intelligents. Il parlait de se familiariser. Il faut se familiariser. Et dans le second, il parle de psychose. Il dit que si Soro, à un moment, ils ont envoyé l'histoire de Senufo n'est pas Djoula, Djoula n'est pas Senufo. Mais c'était une façon de diviser le Nord. Regardez bien que il a dit, il faut que Soro crée la psychose avec Sédougou. Il a cité les noms de certains villages du Nord. Soro n'a qu'à créer la psychose là-bas. Ils ont envoyé cette histoire de Senufo et Djoula, Senufo n'est pas Djoula, c'est quoi tous ces conneries là? Tout ça là, c'est le Nord. Mais tout ça, c'était quoi? C'était de créer cette psychose-là qui va faire que l'autre va se sentir supérieur à l'autre. Jean le Koyaga va se sentir mieux supérieur au Senufo, le Senufo va se sentir supérieur au Maouka, etc. Pour que ça crée cette division. Pour que entre groupes nordiques, on commence à se discuter. Et une fois qu'on commence à se discuter, il y a une division. Alors que nous sommes tous unanimes que tout le Nord là ne peut jamais laisser le RHDP. Parce qu'on a un truc en commun. Nous avons tous été malmenés par Gbagbo Laurent. Donc ça veut dire que si cela se répète là, nous serons encore les premières victimes de Gbagbo. Donc, ils ont compris que au RHDP, parce que je vous dis, il y a 2 groupes ethniques qui sont nombreux en Côte d'Ivoire. Il y a le groupe Akan et il y a le groupe du Nord. Dans les 63 ethnies là, de la Côte d'Ivoire, il y a 2 groupes ethniques qui sont nombreux. Il y a le groupe Akan et il y a le Nord. Quand on parle du groupe Akan, on va citer Baoulé, Agni, Atié, Abé, Ebrié. Tout ça là, c'est la famille du groupe Akan. Hein, qui fait que le groupe Akan est nombreux. Quand on va citer le Nord, on va citer tout le Nord là. Il y a 2 groupes ethniques qui sont nombreux. Et là, au RHDP, il y a un groupe qui nous a rejoints. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui les Dida. Il y a l'Ouest aussi. Après ces 2 grands groupes qui sont nombreux, il y a l'Ouest qui vient. Dans l'Ouest, on va citer les BT, les Dida, les Gouro, les Guéré, machin, mais ils sont pas trop nombreux. Alors donc, ils sont les 3e peuple nombreux. Après les Akans et le Nord. C'est l'Ouest qui vient. Mais la majeure partie de l'Ouest est partie avec Gbagbo. Il y a une autre partie qui est venue au RHDP. Et quand on va dans le groupe Akan, quand on va dans le groupe Akan, il y a quelqu'un qui a dit c'est Zoom Shérif, comme la souris qui mord et souffle, j'ai quitté panel de papa de Kimi pour cette histoire de Djoula. Bah oui. Alors, quand on va dans le groupe Akan, on a dans le groupe Akan une moitié du groupe Akan qui est venu au RHDP. Est-ce que vous comprenez? Et nous avons le Nord qui n'a pas bougé. Mais dans tout ce récit que je viens de faire là, la puissance réelle du RHDP, c'est le Nord.
Et l'opposition le sait. Parce que l'opposition sait que ils peuvent essayer de manipuler certaines personnes de l'Ouest qui sont venues au RHDP qui vont retourner vers eux. Ils peuvent manipuler certaines personnes des Baoulés et Agni qui sont venus au RHDP, ils vont le retourner vers eux. Mais les seules personnes qui ne pourront pas manipuler pour quitter derrière le RHDP du président Ouattara, ce sont les nordistes. C'est-à-dire que le nordiste, là, tous ceux qui sont venus rejoindre le RHDP, là, si eux, ils ont envie de partir, ils peuvent partir. Hein. Mais les nordistes ne partiront pas, ils sont à la maison. C'est pour ça que vous les entendez dire souvent, on est à la maison. Ils ne partiront pas, ils seront là. Et ce sont des personnes qui sont déterminées. Et ça, l'opposition sait. Et donc, pour fragiliser le Nord, il faut envoyer le problème ethnique. Djoula, hein, Koyaka, Senfo n'est pas Djoula, ceci et ceci. Il faut créer la division entre le peuple du Nord. Si le peuple du Nord est divisé, le RHDP va être fragilisé. Parce qu'ils savent que la force du RHDP vient du Nord. C'est pour ça qu'ils disent que Soro n'a qu'à créer la psychose. Je ne sais pas si je me fais entendre. Si je me fais entendre. Famille, écrivez Ado 2025 un coup KO. Ah, vous aussi. Écrivez Ado un coup KO en 2025. La fille du Prado est en train de parler. Écrivez Ado un coup KO. Ça va me motiver. Écrivez Ado un coup KO. S'il vous plaît, écrivez Ado un coup KO, famille. Dans les commentaires, écrivez Ado un coup KO, s'il vous plaît. Ado un coup KO. Ça va me donner de la force de continuer. Et écrivez Ado un coup KO, parce que c'est Ado un coup KO en octobre 2027. Il n'y a pas de débat. Merci à tous ceux qui sont en train d'écrire. Écrivez Ado un coup KO. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, il demande à Soro Diom de diviser le Nord. Donc le rôle de Soro Diom, c'est pour ça que les communicants du GPS qui faisaient parler entre eux, est-ce que vous m'avez vu parler dedans? C'est le mode de distraction. Pendant que les communicants du GPS sont en train de faire semblant de se bagarrer entre eux, alors que quand ils finissent de crier sur les réseaux sociaux, ils s'appellent au téléphone pour causer et puis ils rigolent. Hein? Pendant qu'ils sont en train de faire ça, Soro Diom, lui, il était au Ghana. Et ils disent que Soro est en train de chercher la paix. Il est en train de chercher la paix tellement qu'il est au Ghana. Merci aux guerriers du Prado qui écrivent Ado un coup KO. Moi, ma communauté, là, nous, on est gamés pour Ado. Ici, là, c'est no pitié ni business. Vous n'aurez personne de ma communauté qui va vous suivre. Personne. Tout le monde est gamé comme Chris elle-même, elle est gamée pour Ado. Nous, on est gamés pour Ado. Ici, là, il n'y a pas de manipulation ici. Ici, là, il n'y a pas de trahison en Chine. Nous, on est les enfants d'Ado, on est gamés pour Ado. Donc, vous pouvez faire... So, moi, ma communauté, là, remarquez-les bien, vous n'allez pas les voir partout, allez faire tout et n'importe quoi. Ma communauté, ils ne vont pas partout. Ils ne font pas n'importe quoi. Parce qu'ils sont gamés pour Ado. Chacun a l'image de ceux qui parlent avec eux. Moi, ma communauté est gamée pour Ado. Vous n'allez pas voir tous ceux qui me suivent là, quand on envoie les conneries, là, vous n'allez pas les voir en train de se jeter dedans là-bas. Parce qu'ils voient que moi-même, je ne le fais pas. C'est ce qu'on appelle les guerriers et les guerrières d'Ado. Merci aux Amazones. Aux guerriers d'Ado qui ont écrit Ado un coup KO 2025. Vous m'avez donné la force. Je vais continuer à bailler. Merci beaucoup. Alors, donc, il demande à Soro Diom de diviser le Nord. Donc, c'est pour ça que vous avez entendu Djoula, Koyaga n'est pas Djoula, ceci n'est pas Djoula, mais attendez, tout ça c'est le Nord. Quand Gbagbo est en train de zigouer le Nord, il n'a pas dit que Senfo n'est pas Djoula, Koyaga n'est pas Djoula. Il a zigoué tous les Nord-Nordistes, appartenance nordique qu'il voyait. Eux, ils veulent créer la psychose entre les nordistes. Il faudrait qu'on soit divisé au nord. Parce qu'ils savent que, j'ai dit actuellement, le RHDP, là, on fait un coup KO en 2025. Là. On va faire un coup KO en octobre. Je vous explique pourquoi. Parce que déjà, je vous dis qu'il y a deux grandes ethnies qui sont nombreux en Côte d'Ivoire. Il y a le groupe Akan et puis il y a le nord. Et tout le nord là, est avec Ado. Ne regardez pas la moitié du tiers des Soro, hein, parce que quand on prend la poigne des Soro, là, ça vaut même pas une poignée. Il n'y a rien. Ça veut dire qu'ils sont juste un strict petit minimum. Ça veut dire qu'on prend un tiers c'est un petit chouïa. Le petit chouïa, on divise en 4.
L'autre petit, là, c'est ça qui fait Soro. Vous voyez le petit pois. C'est comme ça fait le Soro. GPS du nord de Soro, là. C'est comme ça, ils sont petits pois. Est-ce que vous voyez un petit peu? Nous, on a le baobab. Donc, tout le nord est avec le RHDP. Ça, c'est un. Secondo, on va aller avec le groupe Akan. Dans le groupe Akan, il y a les choses, les agnis, il y a des baoulés, il y a des atiers, il y a des abeilles, il y a des ébriers. Dans le groupe Akan, les avicats, mais tout ça qui sont avec nous au RHDP. Donc, c'est-à-dire que nous, on était déjà un baobab. Et puis, ceux-là sont venus nous rejoindre. Donc, on fait 2 baobabs. Maintenant, on va aller à l'ouest. Dans nos parents de l'ouest, on a des Dida, on a des Gros, on a des Guéré, on a des Yakuba, on a des Bété, qui sont venus avec nous. Qui ont aussi fait un autre baobab. Donc, on est devenu 3 baobabs.